de faire une introspection avec les connaissances que vous avez acquises jusqu'à maintenant, jusqu'où vous êtes à l'aise avec les différentes procédures que vous avez à faire jusqu'à maintenant dans le travail d'un audioprothésiste. On s'entend, vous ne l'avez pas fait jusqu'au complet. Puis toujours en se référant au savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez acquis comme connaissance, avec quoi vous êtes à l'aise, avec quoi vous ne l'êtes pas, sur quoi vous devrez. En fin de compte, je vais utiliser, c'est quoi vos forces et vos faiblesses? Même si on ne veut pas utiliser le mot faiblesse, là. Donc, je vais te donner un exemple bien simple. Tu dirais, Émilie, moi, j'ai de la misère à placer la sonde quand je viens pour faire un RECD. Donc, j'ai de la facilité pour prendre la prise d'impression, j'ai de la facilité à naviguer dans les logiciels du fabricant. C'est pour ça que j'avais fait comme une espèce de mini-liste de choses à penser. Une prise d'impression, ça va bien, j'ai pas une misère. Évidemment, puisque là, on n'a pas pratiqué depuis un petit bout, je devrais faire attention au départ, mais j'ai de la misère à placer la sonde. J'ai de la misère à bien interpréter quel est le résultat d'un RECD, par exemple. T'sais, voilà comme ça, avec tout ce que tu as fait et tout ce que tu es capable de faire, sur quoi, en rentrant à l'automne, tu vas devoir te pencher ou mettre un petit peu plus d'effort ou plus ton attention pour pouvoir acquérir correctement toutes les connaissances. OK, mais exemple, là, pour le savoir-être, là, est-ce qu'il faut que je le dise absolument, oui, je suis une personne ponctuelle, je sais que je vais être à l'heure? Ou si je le sais, genre si je le fais déjà, est-ce que je suis obligée de le mentionner? En fin de compte, moi, je dois retrouver sous une quelconque façon que tu le mentionnes. Tu sais, tu pourrais dire, en audiométrie, nous avons vu des patients et j'arrivais toujours 15 minutes avant pour bien préparer ma salle et tout ça. Fait que moi, je vais être capable de retrouver le fait que tu es ponctuel, le fait que dans ton savoir, tu as fait telle chose, le fait que dans ton savoir-faire, tu as fait telle chose et tout ça. Fait que dis, dans un même paragraphe qui recoupe 2-3 phrases, je vais retrouver ces éléments-là. C'est pour ça que je disais, je ne veux pas en point de forme, tu sais, que tu prennes les 14 machins du savoir et que là, tu les détailles. Savoir, oui, check, ça, je le sais, je suis moins bonne, ça va bien, ça va moins bien, tout ça. C'est plus dans un paragraphe et dans le travail, je veux que ce soit quelque chose qui se lise bien et moi, je vais être capable de retrouver. Tu sais, quand tu fais le travail, aie toujours à côté de toi les éléments du savoir, savoir-faire, savoir-être. Et tu dis, bon, bien, dans ça, je couvre 3-4 trucs. Je trouve 4-5 affaires en même temps. C'est bon, ça. Toi, tu pourras te faire un checklist. Tu sais, de dire, OK, ça, j'en ai parlé, ça, j'en ai parlé, ça, j'en ai parlé. Fait que nous, moi, je vais être capable de retrouver de façon spécifique. Est-ce que ça éclaire ta lanterne, Émilie? Oui, parce que ça, dans le fond, je pense que ce que je faisais, c'est que, genre, tout ce que je savais, je disais, mais exemple, j'ai expliqué tout le vérifit de A à Z, là. Mais je pense pas que c'est ça qu'il faut faire. Non, exact. C'est Non, c'est exactement ça, ça OK. qu'il ne faut pas faire. Tu sais, que tu vas dire, je maîtrise bien le vérifit, mais il faudrait que je porte mon attention sur telle chose, telle chose, telle chose. Donc, OK. moi, je vais savoir, tu sais, c'est comme ça qu'il faudra le voir. OK, super, C'est merci. bon? Ça va. Ouais, merci. Est-ce qu'on peut, par exemple, surtout ce qu'on sait déjà faire, ce qu'on maîtrise, faire d'étirer vraiment comme une liste, ou tu veux quand même détailler ce qu'on... Ouais, essaie de faire une phrase. Tu sais, c'est pas souvent, tu vas recouper plusieurs choses dans une phrase que de faire en point de forme. Parce que c'est pas une liste. La liste, je l'ai déjà parce qu'elle est déjà dans le guide des compétences. Ça va? Cassie, comment s'est passé ton retour en avion? Moi, je veux savoir, là, on t'a vu quitter avec ton masque et ton impression que tu t'en allais. C'était super long. Oui. Vraiment, vraiment, vraiment long. Mais ça a duré 3 jours. Mais je suis contente. Mais je suis pas encore chez moi, mais je suis contente. OK. Ça a duré 3 jours. Tu restes sur la Lune? Tu restes quoi, là? C'est C'est à cause du transit puis le temps d'avion. Ouais. Est-ce que théoriquement, ça prendrait autant de temps ou c'est à cause des mesures qui fait que c'était plus long parce qu'il y a moins de vols, j'imagine? Oui, c'est ça. Il y a vraiment moins de vols. Puis, en général, ça prend 26 heures. Puis là, ça a duré au moins 48 heures. Mais là, en tout cas, t'es pas loin de chez vous, j'imagine, là? T'es pas. Ben, je suis dans le nord de l'île. Moi, j'habite dans le sud. OK. J'attends que ma quatorzaine se finisse pour rentrer chez moi. Ah oui, c'est vrai, là, t'as pas le choix, t'arrives de l'extérieur, fait que t'as une quarantaine de 14 jours obligatoires, là. Fait que c'est pas. Tant mieux. Quelle heure il est chez vous? 5h34 p.m. Ah, il est 17h34. Fait que le cours de cet après-midi va être quoi? 22h quelques? Ouais, ça va se finir à minuit. OK, ouais, mais ben justement, je veux vous en reparler du cours de cet après-midi.
Là, on va voir le cours de cette... Attendez un petit peu, Fawzi, là, il doit s'impatienter. Là. Je ne l'ai pas admis encore. Là. On se faisait une petite réunion secrète sans Fawzi. Non, je fais des blagues. Justement, pour le cours, on va voir le cours de ce matin. Je vous l'ai posté la semaine passée. Il y a différentes notions qu'on va voir ce matin. Mais ce que je veux vous dire par rapport à l'examen de la semaine prochaine, il est à livre ouvert. Donc, vous n'avez pas à plancher sur de l'étude par cœur. L'examen, j'ai quand même, là, je suis rendu à peut-être une quinzaine de questions environ, mais c'est surtout des mises en situation. Et c'est surtout, par exemple, sur certaines questions, parce qu'on est capable de mettre des images. Sur certaines questions, j'ai mis des images. Le patient se plaint de telle chose, vous avez tel concept. Le patient se plaint de telle chose, voici ce que vous avez dans la mesure du logiciel, par exemple, qu'est-ce que vous devez faire? On avait déjà eu des questions similaires à ça à la dernière. C'est beaucoup de ça. Il y a quelques vrais ou faux au départ qui sont plutôt des questions, je ne voudrais même pas de par cœur, c'est une question de logique. Fait que, on y va beaucoup. Oui, vous allez avoir droit à vos notes. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment pas une difficulté pour ça. Moi, je pense que si vous commencez à chercher dans vos notes, ça va être plus long que d'autres choses. Vous avez 3 heures pour faire l'examen. L'examen, je l'ai mis à 13h30 et il va se fermer à 16h30. Oui, sur la dernière question, pour être sûr que personne ne se fasse prendre, je vais marquer « Ceci est la dernière question, faites attention ». Chaque question est obligatoire à répondre. Fait comme ça, vous ne pourrez pas passer par-dessus une question, envoyer votre examen et de ne pas avoir répondu à une question. Fait qu'obligatoirement, vous devez répondre à toutes les questions. Fait qu'il y a des petites descriptions, il y a des mises en situation, mais qui ne prennent pas énormément de temps à inscrire. T'sais, vous allez avoir, en fin de compte, il y a toute la place dans le formulaire, mais vous n'avez pas à écrire, je ne sais pas moi, 25 lignes sur une réponse. Là. C'est pas, on n'est pas là. C'est vraiment, c'est quelque chose, c'est tout des trucs qu'on a vus. Évidemment, il y a quand même beaucoup de contrôle post-prothétique. Je ne reviens pas beaucoup sur la matière de... Oui, ça couvre toute la matière de l'année, mais je ne reviens pas sur la matière du premier examen, par exemple. Je ne reviens pas sur des questions spécifiques. Il y a quelques vrais ou faux, comme je vous disais, qui peuvent faire appel peut-être à des notions qu'on a vues au début, mais c'est vraiment très, très généraliste. Ce n'est pas quelque chose qui est super pointu. Vous savez, dans le logiciel, chez Oticon, nous avons tel truc qui s'appelle de telle façon, ça fait ça, vrai ou faux? Non, on n'est pas là. C'est d'autant plus qu'on a passé 3 semaines sans rien, on est à distance, on n'a pas eu les laboratoires, on n'a pas été capable d'approfondir autant la matière comme on aimerait le faire. Donc, c'est sûr que l'évaluation va en tenir compte également. Là. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Fait que vous avez droit à toutes vos notes, sans problème, à vos iPads, à vos tablettes, évidemment à votre ordi, parce que vous devez le faire sur un ordi, l'examen. J'ai travaillé là-dessus la fin de semaine dernière. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut le faire. Donc, on pourra y revenir. Puis pour cet après-midi, je vais vous reposer la question si vous avez besoin, parce qu'il n'y a pas de concept, il n'y a pas de logiciel, c'est plutôt certains concepts de vérification et de mode de vérification, entre autres par rapport à l'OpenFit, l'appareillage ouvert, cross, bicross, système MF. Là, on va regarder ça dans quelques minutes. Puis, moi, ce que j'avais pensé, si vous le voulez, et pour ceux qui seront disponibles, lundi matin prochain, si vous voulez, on pourrait se voir à 9h30 si vous avez des questions. Si vous voulez, je ne dirais pas qu'on ferait une révision en soi, mais si jamais vous avez des questions, moi, je pourrais être disponible à partir de 9h30 jusqu'à 10h30, 11h si vous voulez. Puis je pourrais être là. Même s'il n'y a personne, vous branchez à 10h, vous avez des questions, il n'y a pas vraiment de... C'est le même lien qui est utilisé. Puis je vous enverrai un lien cette semaine pour l'examen de la semaine prochaine spécifique que vous utiliserez pour celui de 13h30. Mais cet après-midi, si vous avez des questions, on en parlera après le cours. Puis au pire, vous poserez vos questions au fur et à mesure. Puis si vous avez besoin, on pourra en faire cet après-midi là, à 14h comme d'habitude. Donc, je vais partager mon écran sur le PowerPoint d'aujourd'hui. Ça pas bien, non? Parfait. Donc, cours numéro 11. Moi, j'aime beaucoup les chiffres romains. Ça trahit mon âge, là, mais bon, j'y étais habitué comme ça. D'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on voit des cas particuliers d'appareillage. Entre autres, ce qu'on va voir pourquoi il faut tenir compte d'une cavité mastoïdienne, d'une perforation transtympanique, d'un tube transtympanique, par exemple. Ça va influencer nos résultats, donc il faut tenir compte de ça. Nos cas particuliers, par exemple, l'appareillage chez les jeunes enfants.
lorsqu'on a des potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral, ben, comment on peut le faire, comment on doit le faire. Vérification d'un système cross-bicross. Honnêtement, cross-bicross, c'est la même chose, mais il y a quand même des petites particularités qu'il faut tenir compte au niveau du système du Verifit. Un cas particulier où on va parler de l'appareillage ouvert. Et ça va être important. Il y a une procédure à faire pour s'assurer qu'on choisit correctement les bons paramètres. Vérification du système MF. C'est un peu le même principe, je vous dirais à la rigueur que le cross-bicross, c'est pour mesurer la transparence, mais vous allez voir, c'est quand même quelque chose qui se fait quand même assez bien. Donc, dans les cas particuliers d'appareillage, il faut penser perforation tympanique, cavité mastoïdienne, l'open fit, l'ajustement d'enfant et les bébés. Pour avoir déjà fait de l'appareillage, non, c'est pas vrai. C'est pas moi qui le fais, c'est ma blonde qui fait les jeunes bébés de 7, 8, 9 mois, 10, 11 mois. C'est sûr que prendre un RECD, c'est un peu plus tricky. De faire l'ajustement en RER, oubliez ça, ça ne se fait pas chez les bébés. Ça se fait chez les enfants, mais ça ne se fait pas chez les bébés. Donc, il y a différentes procédures qu'il faut mettre en place. Donc, perforation tympanique. La perforation tympanique a un impact sur nos mesures. Une perforation tympanique plus importante occasionne une diminution de la fréquence de la résonance du conduit auditif et une perte en basse fréquence, qui est transférée vers l'oreille moyenne. Je vous ai mis la référence, là, c'est vraiment, entre autres, Monroe avait fait beaucoup de recherches là-dessus. Scully également, à Western Ontario, ont fait beaucoup de recherches, beaucoup d'applications au niveau de l'utilisation du RECD et du RER dans le cas de perfo-tympanique, dans le cas de tube transtympanique. Évidemment, chez les enfants, parce que Western est l'inventeur de la méthode DSL. Donc, c'est quand même important et c'est important. Pensez à une chose. Vous avez un patient qui a un tube transtympanique ou il y a une perforation transtympanique, une perforation tympanique. Vous faites votre RECD, vous faites votre ajustement. Le patient revient 6 mois plus tard, vous faites une VCAE et la perfo, elle est colmatée. Il n'y a plus de trou, le tube est tombé, il n'y en a plus. Il faut reprendre le RECD, il faut refaire nos mesures parce que là, il faut tenir compte du fait qu'il n'y a plus de trou. Pourquoi? C'est que dans le cas de perforation, c'est primordial d'effectuer la mesure RECD parce qu'il faut tenir compte des variables qui sont quand même très importantes. Puis il est normal que vous notiez une perte en basse fréquence lors de vos mesures, mais ce n'est pas une fuite. Et c'est là que ça devient… Oui, Jean-François? Est-ce que ça peut être dangereusement trop élevé le gain qu'on va mettre si il y a une grosse perforation et plus tard, il n'y en a plus? Dangereux, non, parce que faut comprendre que quand tu vas passer ton ajustement à l'intérieur de la formule prescriptive, tu vas peut-être avoir, je ne sais pas moi, au maximum, dans une très grosse perforation, tu vas peut-être avoir 5-6 dB de plus. Tu n'auras pas 25-30 décibels de plus. Je comprends ta question, Jean-François, qui est importante, mais c'est important d'avoir ce 5-6 décibels-là de plus ou ce 6-7 décibels de plus-là. Le patient, ce qu'il va te dire, par exemple, lorsque la perfo va se colmater, il va peut-être trouver ça un peu fort et il va avoir à jouer avec ses volumes. Donc, c'est pour ça, probablement qu'il va revenir quand la perfo va être faite, mais il n'y aura pas, c'est pas 20 décibels de plus que tu vas avoir. Ce qui est important dans ta perforation tympanique, c'est que, comme on disait, c'est normal qu'on note une perte en basse fréquence, mais il faut être capable de faire la différence entre la perte en basse fréquence et la fuite en basse fréquence parce qu'on a une mauvaise étanchéité. Donc, ça, c'est super important. Donc, rappelez-vous toujours comment je fais pour savoir que j'ai une perte, que j'ai une fuite, que ma sonde est passée loin et que j'ai une perfo tympanique. Voyez-vous, là, dans l'image que je vous présente, la perforation tympanique, là, voyez-vous ce que ça fait? C'est qu'on regarde ici, là, la fuite, on aurait quelque chose qui serait plutôt comme ça, qui serait vraiment en basse fréquence, tandis que là, ce n'est pas une fuite, c'est vraiment… Oui, on a une perte en basse fréquence, mais ce n'est pas une mauvaise étanchéité. Là, vrai. Puis d'autant plus que le patient avait quand même un conduit auditif qui était beaucoup plus gros que la normale, on peut voir. Hein. Fait que c'est vraiment c'est important là, parce que voyez-vous, ici, on a 10 décibels au RECD par rapport à la normale. Donc, je vais avoir besoin de plus de gains, mais si on prend 10 décibels dans le RECD qu'on met comme facteur et qui passe par la méthode prescriptive, on va peut-être se retrouver avec un ajustement peut-être de plus 3 ou plus 4 dans l'ajustement du gain qu'on a besoin. Donc, c'est quand même important. Et puis, voyez-vous, je disais que le conduit est plus gros, le conduit est plus petit. Ce qui fait, c'est le volume d'un enfant. Là, on aurait quelque chose qui est plus
qui est quand même important. Donc, une cavité mastoïdienne, évidemment, ça augmente d'une façon super importante, puis c'est vraiment important, le volume résiduel du conduit auditif externe. C'est contrairement à l'image précédente, attendez un petit peu, je veux aller, voyons, précédent ici. T'sais, ici, là, au lieu d'avoir ça, là, on pourrait avoir quelque chose, là, si vous suivez ma flèche, on pourrait avoir quelque chose qui serait comme ça ici, là, dans une cavité mastoïdienne. On pourrait avoir, des fois aller jusqu'à moins 20, moins 25. Là. Des fois, des grosses cavités, c'est assez impressionnant. Évidemment, il n'y a pas de danger à donner l'amplification nécessaire parce que la cavité mastoïdienne ne se rebouchera pas, contrairement à un tube transtympanique qui tombe ou à une perforation tympanique. Donc, c'est super important de l'avoir. Puis voyez-vous, là, une étude a démontré que sur des patients, il y a une cavité mastoïdienne, on observait une perte même jusque dans les moyennes fréquences et hautes fréquences. C'est tout dépendant de la grosseur de la chirurgie et de l'ampleur de la chirurgie. On peut aller de 1500 Hz en montant. Là. On peut avoir vraiment quelque chose qui est, comme dirait Donald Trump, huge, qui est vraiment très, très gros. Là, puis je vous ai mis la référence là, de Lin et Liu là, qui Probe Tube Microphone Measurement in Patient with Open Mastoid Surgery. Là. Si ça vous tente, là, étant donné que vous avez beaucoup de temps, vous n'avez rien que ça à faire d'ailleurs. Si ça vous tente d'aller voir, c'est assez impressionnant des fois les résultats qu'on peut avoir au RER ou au RECD. Là, ça peut être assez impressionnant. Donc, cavité mastoïdienne, primordial d'effectuer la mesure RECD dans cette situation pour tenir compte de ces variables lors de l'ajustement. Des fois, on va avoir tendance à dire « Ah, ma sonde ne sera pas assez loin. » Mais effectivement, cavité mastoïdienne, la sonde, on va aller jusqu'à la fenêtre ovale. Je la mets où? Je ne peux pas être à 5 mm du tympan, il n'y en a plus. Je vois le promontoire de la cochlée à travers le rocher. Mais il faut prendre pour avoir la mesure en basse fréquence. Ça se peut fort bien que vous ayez une mesure qui vous dise que la sonde est passée loin à l'intérieur de l'oreille, mais il faut prendre la mesure, c'est primordial, d'autant plus que tout est décalé. Même les basses fréquences vont être décalées, fait que c'est vraiment super important de prendre cette mesure-là. Donc, cavité, trou dans le tympan, que ce soit un tube et tout ça, c'est super important de le prendre. De prendre la mesure RECD parce que ça va, honnêtement, ce que ça va vous éviter d'avoir comme problème qui peut être super important, c'est que le patient va vous dire c'est pas assez fort. Si vous ne prenez pas le RECD, vous ne mettez pas cette mesure-là dans les données. Et là, vous allez augmenter énormément. Puis là, vous allez dire, ben là, je suis 15 décibels au-dessus de la cible. Là, il va trouver que là, ce que vous allez réfléchir, vous allez dire, là, le bruit va l'emporter sur la parole, je vais avoir un effet de masquage, alors que si vous avez pris le RECD, votre cible serait complètement différente. Parce que la cible, on comprend très bien que c'est comme un objectif, c'est que ça nous permet d'avoir cet équilibre entre les basses et les hautes fréquences. Et la méthode prescriptive, elle est bâtie en conséquence pour éviter le masquage des basses sur les hautes fréquences. Donc, ce qui est important d'avoir cette mesure-là pour avoir notre cible correctement, c'est qu'on va s'assurer d'avoir cet équilibre-là. Lorsqu'on parle de l'ajustement Open Fit, ça est décrit comme une emboutologie qui n'occlupe pas le CAE. Ça peut être autant avec un dôme que ça peut être avec une coquille, mais avec un évent qui est très grand. Pourquoi on parle d'Open Fit et pourquoi on parlerait d'appareillage fermé? Ce qui est important de déterminer au départ, c'est que comment je fais pour savoir si j'ai un Open Fit ou si j'ai un appareillage de type standard? C'est qu'il faut faire une courbe à 65 avec la prothèse en sourdine et avec la prothèse en fonction. La première des choses qui va nous permettre de déterminer ici, là, ce petit truc-là ici, pour savoir si on met Open ou si on met BTE. Pourquoi c'est important de le savoir? Ça va avoir un effet sur le Microphone Location Effect, le MLE. Si on retourne en aide auditive 3, il y avait une espèce de graphique, une image que je vous avais placée, c'est que le modèle de prothèse auditive a une importance, le RECD a une importance, le placement de la sonde a une importance, tout ça, le gain, tout ce côté-là a une importance. Et ici, si on détermine qu'on est en Open, voyons, si on décide qu'on est en Open ou qu'on est en BTE, il faut le savoir. On prend une première mesure avec le microphone de la prothèse à off, donc on obtient une mesure. On fait une deuxième mesure avec le microphone de la prothèse à on. Ensuite de ça, évidemment, on ne prend pas la même mesure, on prend deux mesures différentes. Ensuite, on ouvre les deux courbes. Et si nous avons exactement la même mesure en basse fréquence ici, on met Open.
Pourquoi? C'est qu'il n'y a aucune variation dans l'amplification des basses fréquences qui passe par la prothèse, ça passe par l'ouverture. Donc, Patrice, tu peux expliquer, s'il te plaît? oui, on prend une première mesure. Ça ne sera pas bien, non. Précédent, précédent, précédent. Pour savoir si on doit placer dans le modèle de la prothèse le mot open ou le mot BTE, parce qu'on n'a pas rythme, on a BTE ou open, c'est qu'il faut savoir, il faut être capable de déterminer s'il s'agit d'un appareillage ouvert, donc qui est pas le conduit auditif n'est pas occlu. Il faut lancer une courbe RESR. RER, il y a une faute ici. Là. Il faut lancer une courbe RER à 65, l'APA en sourdine, donc le microphone à off. Et on lance une courbe avec en RER 65 avec la PA en fonction. Ce que ça donne comme résultat, c'est qu'en fin de compte, si on veut déterminer si ici, on met open ou BTE, c'est à ça que ça sert. On lance une première courbe, le microphone à off, donc ça nous donne une courbe quelconque. Ensuite, on lance une deuxième courbe avec le microphone de la prothèse auditive en fonction, ça nous donne une autre courbe. Ensuite de ça, on superpose les deux courbes. Et si en basse fréquence, comme on voit ici, les deux courbes sont parfaitement alignées, ça veut dire que c'est une prothèse qui a un appareillage qui n'occlue pas le conduit auditif externe. Oui, Jessie? Oui, est-ce que c'est juste pour le Verifit 2? Non, un aussi, même chose. Un, pardon, parce que... Verifit 1, Verifit 2, Axiom, RM500, sur n'importe lequel appareil de mesure. Là, c'est parce que j'ai là, je dois avoir un Verifit. Ouais, j'ai un Verifit 2, c'est l'image d'un Verifit 2, là, mais ça marche sur toutes les Verifit. OK, parce qu'il me semble qu'il y a un Verifit qu'on avait l'option RIT. Ah, peut-être. On l'a dans Inbox, ça c'est sûr. Écoutez, je pourrais vérifier puis vous revenir avec de ça après-midi. J'ai des Verifit 1, Verifit 2 au bureau. Puis je suis au bureau. Fait que faudrait que je vérifie. En fin de compte, c'est de savoir. En fin de compte, c'est vraiment de savoir si tu dois placer le mot open dans le modèle de la prothèse ou BTE ou RIT. Je vais te donner un exemple. Ou même à la rigueur, ITE. Tu pourrais avoir un intra, un ITE avec une pile 13, vraiment pas un demi-conque ou un canal ou un CIC, là, mais avec une ventilation qui est extrêmement grande. Donc, ça te permettrait, c'est la même procédure, puis il faut valider si nos deux courbes sont bien superposées en basse fréquence. Ce qui fait que si on a ce résultat-là, il faut placer open ici et non BTE. Ça va? Ça va pour tout le monde? Ça répond, Jessie? Oui, merci. Bientôt. Jean-François? Je comprends pas le pourquoi de la chose, pourquoi ça donne le même résultat. Puis Parce que qu'est-ce qu'on verrait si on n'était pas en ouvert? Si tu n'étais pas en ouvert, ta courbe en vert serait au-dessus. Elle ne serait pas parfaitement juxtaposée. Ce que ça veut dire, ce que ça démontre, c'est que tes basses fréquences ne passent pas par la prothèse, ils passent par le conduit auditif de façon naturelle. Tu n'as aucune amplification en basse fréquence. Ta ventilation ne garde aucune amplification. C'est ça que ça veut dire. Ton CAE n'est pas occlu. Et ce que ça fait, c'est que quand vous faites la mesure en open, vous devez calibrer votre champ libre pour éviter les ondes stationnaires. Fait qu'à chaque fois que vous faites une mesure, vous devez calibrer, puis le système vous le demande à chaque fois que vous faites une mesure. Et c'est uniquement présent lorsque vous êtes en open. Oui, Jean-François? Dans le fond, si je comprends bien, si notre appareillage est ouvert, peu importe le gain dans la prothèse, ça va tout ressortir puis contaminer le micro de référence. Fait que ça va tout en donner la même valeur parce que le micro de référence, il essaie de se tenir à 65. Oui. Bien, ça ne contamine pas le microphone, mais je veux dire, ça veut dire que tu n'as aucune amplification qui est donnée en basse fréquence. Donc, tu ne pourras jamais atteindre tes... Par exemple, si tu as des cibles, là, il n'y en a pas là, dans le truc, là, mais si tu avais des cibles, tu auras beau modifier à 500 Hz, ça ne fera aucun changement parce que tout passe tout droit. Et c'est uniquement pour choisir quel est ton modèle de prothèse dans ton amplification, dans le Verifit. C'est pour ça. Évidemment, si on avait un labo après-midi, je serais capable de vous le démontrer, puis ça serait beaucoup plus simple, mais là, je suis obligé de vous le démontrer en théorie. Là. Mais il faut vraiment faire attention parce que ça a une influence sur tes cibles, le modèle de prothèse auditive. Donc, s'il faut que tu choisisses Open ou tu choisisses Beta ou RIT, là, je vous le confirmerai cet après-midi, ça a vraiment une influence. Donc, c'est important parce qu'il faut que tu calibres. Il faut que tu calibres ton champ libre si tu es en Open pour amener
une transparence de ton microphone de référence et de ta sonde. Donc, c'est super important de le faire. Tu n'as pas besoin de le faire en BTE, mais tu as besoin de le faire en open. Donc, c'est pour ça que si tu choisis le mode open, il faut que tu le mesures. C'est pour ça que c'est important d'avoir le bon modèle de prothèse. Souvent, je vous dis, vous avez mis BTE, mais c'est un CIC que tu as. C'est le contraire. Vous avez mis CIC dans le VeriFit, mais vous aviez un BTE, par exemple. Ça a une influence. Il y a des facteurs de correction au niveau de l'emplacement des microphones. Donc, c'est important de choisir le bon modèle. Et l'open, c'est une particularité. Naïma, tu avais la main levée? Oui, c'était si on met open, est-ce que là, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Est-ce qu'on pourra maintenant modifier les basses fréquences? Tu ne pourras jamais modifier les basses fréquences parce qu'elles passent naturellement. Tu n'as aucun effet sur les basses fréquences. Ce que ça fait, c'est que tu vois là à peu près dans ce cas-ci, à peu près jusqu'à 1000 Hz, tu as zéro influence. Fait que peu importe ce que tu voudrais faire en basse fréquence, ça passe naturellement. Si tu vas avoir une influence, il faudra que tu changes probablement ton emboutologie, soit fermer un peu plus la ventilation, changer le dôme, qui te permettra d'avoir un accès aux basses fréquences. Et choisir open, ça fait quoi? C'est pour les cibles que... Oui, ça va avoir une influence. Ça Ok. fait partie des facteurs de correction, mais aussi, il faut que tu calibres ton champ libre à chaque fois que tu fais une mesure. Ça aurait été le fun de le voir cet après-midi, là, mais bon, on peut pas, je ne comprends pas que vous n'avez pas de VeriFit dans votre salon, là, me semble. Ça fait de la belle décoration. J'aurais vu Cassie traîner ça dans tes bagages. Là. Ça aurait été fantastique. Oui, Nico? Là, si je comprends bien, là, ce test-là qu'on fait, c'est juste pour déterminer si on va mettre Open ou BTE dans le VeriFit. C'est en plein ça. Ça sert uniquement à ça. OK. Donc, évidemment, étant donné qu'on ne peut pas faire d'ajustement OpenFit en test box parce que ça n'existe pas, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, le choix, le modèle ouvert n'existe pas dans les choix sur le VeriFit. Donc, l'ensemble des réglages doit être réalisé dans l'oreille du patient. Donc, je vais vous donner un exemple pratique de ça, c'est que vous êtes en prestage, prochaine session, puis vous devez avoir un patient. On vous demande de faire le préajustement de la prothèse auditive dans la boîte avant de faire l'ajustement in situ sur le patient. Évidemment, si vous avez un open fit parce que le patient, sa perte convient à ça, mais vous ne serez pas capable de le faire. Ça n'existe pas. Vous avez beau faire un paquet de trucs, ça n'existe pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une espèce de pré-fit dans le logiciel du manufacturier, puis ensuite de ça, on le fait directement dans l'oreille du patient. On n'a pas à faire de préajustement, ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible de le faire. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est la particularité de ce modèle d'appareillage-là, de ce type d'appareillage-là, c'est que c'est tous les autres modèles, que ce soit un IIC, un CIC, un demi-conque, un intra, un contour, un RIC, qui n'est pas open. Et puis en passant open, on peut l'avoir en BTE. Hein. Un embout, on retourne dans l'emboutologie en AA3, où on aurait par exemple juste un tube holder parce qu'on a un appareillage, on a une ventilation qui est extrêmement grande, on pourrait avoir aussi un appareillage open de fait de cette façon-là. Ce n'est pas juste un appareillage avec un tube mince, avec un RITA, par exemple. Ça peut se faire avec un BTE classique, ça peut se faire avec un RIT, ça peut se faire avec... ça pourrait se faire. Théoriquement, ça pourrait se faire même avec un ITE, là, avec une prothèse intra type pile 312, mais avec une ventilation qui est très, très grande, ça pourrait arriver. Oui, Cassie? Mettons que les deux courbes n'étaient pas pareilles, ça aurait été différent de beaucoup ou pas? Oui, de beaucoup. Je vais te... En fin de compte, ta courbe verte et ta courbe mauve-rose ne seraient pas une par-dessus l'autre. Vraiment, ta courbe verte serait par-dessus. Ce serait au-dessus, pas par-dessus, pardon, au-dessus. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse différence. Si tu en as une, tu ne peux pas être en open. Ce n'est pas de l'open. Il faut vraiment qu'elle soit juxtaposée parfaitement comme ça. Chez les jeunes enfants, il y a des enfants coopératifs et des enfants non coopératifs. Prenons le côté facile de la chose, un enfant coopératif. Donc, on fait la mesure du RECD et la mesure du RER tout en captant son attention. Honnêtement, chez un jeune enfant qui est relativement coopératif, souvent, ce qu'on va faire, on va faire le RECD parce que c'est la mesure qui est la plus simple. Puis le RER, on va vérifier le 65. Surtout que DSL est beaucoup plus, on va utiliser toujours DSL chez un enfant. Puis on va vérifier le 65. Mais on va faire souvent beaucoup de pauses en lui faisant jouer une émission ou un film qu'il aime, étant avec les tablettes. On joue à la statue avec lui, on fait des pauses entre chaque mesure parce qu'un enfant va être plus...
surtout les premières mesures qu'on va faire. Moi, je vous dirais, on a des petits bonhommes là, qui sont rendus à... On a un petit bonhomme, entre autres, Gabriel. Il doit avoir quoi? Il doit être rendu à 4 ans. Il est tellement habitué que quand il vient nous voir, il sait que c'est pour ses embouts, il s'assied sur son père puis il joue à la statue. On fait les mesures, il joue à la statue. On fait le RECD, il est habitué. Mais tu sais, les premiers temps qu'il apprivoise le système, là, on fait toujours, au départ, on fait toujours une mesure RECD, on fait l'ajustement dans la boîte. Et souvent, parce qu'on est toujours en collaboration en équipe multidisciplinaire avec l'audiologiste au centre de réadaptation. Donc, il va faire le RECD, il va nous l'envoyer. Je fais le RECD, je lui envoie. On fait des ajustements ensemble, on ajoute des choses. On travaille beaucoup en collaboration dans le cas d'enfants. Et c'est vraiment il faut que ça soit quand même assez rapide. T'sais, la mesure n'est pas très longue avec la phrase de la carotte ou la phrase en français. Au niveau de la personne qui rembarque, la jeune femme qui rembarque sur le jeu dans la deuxième ligne d'attaque. Donc, il faut vraiment le faire quand on sent que l'enfant est coopératif. Évidemment, quand les enfants commencent à avoir 6, 7, 8 ans et au-dessus, ce n'est pas un problème parce que les enfants, ça fait longtemps qu'ils sont habitués et ils ont compris le concept quand même d'une façon assez bien. Fait que ça se passe quand même assez bien. Donc, évidemment, un enfant qui est coopératif, on essaie d'avoir des mesures RER parce que c'est des mesures in situ parce qu'on répond vraiment de façon spécifique, on mesure vraiment le rendement de la prothèse dans l'oreille. Évidemment, un enfant qui n'est pas coopératif, il faut faire le RECD durant les quelques secondes qu'on est capable d'avoir avec le patient, puis on fait le réglage in-box avec son embout. À la rigueur, même si l'audiogramme n'est pas fait avec l'embout, on pourrait prendre le RECD avec l'embout. C'est pas, avec un enfant, on fait comme on peut pour les appareiller du mieux qu'on peut, puis on l'explique avec l'audiologiste, puis on lui dit, écoute, là, j'ai été obligé de prendre son embout, je n'étais pas capable de mettre la mousse, c'était pas, l'enfant était moins coopératif, puis j'ai eu quelques secondes pour avoir. Fait que souvent, le RECD, avec les enfants, quand l'audiologiste le fait, on va prendre son RECD, à moins qu'il y ait des erreurs dans le RECD. Donc, il faut être quand même critique et être capable de parler à notre audiologiste pour lui dire, écoute, tu as pris le RECD, mais regarde, ta sonde t'es passé loin, tu as une fuite en basse fréquence. Ta mesure, es-tu certain? C'est pas, tu sais, qu'on voit des particularités. Ça nous est déjà arrivé, nous autres, avec le centre de réadaptation ici à Québec, où j'avais appelé l'audiologiste. Je dis, écoute, ton RECD, moi, j'ai pris le RECD, puis là, on a comparé nos images. Puis je dis, écoute, ta sonde t'es passé loin. C'est pas, j'ai une perte en haute. C'est pas, tu sais, là, on en a parlé, puis j'ai l'impression d'y avoir fait un cours sur le RECD, là, mais c'était pas. Puis je dis pas ça de façon pour me sentir supérieur, là, mais c'était. On a comme remis nos choses pour être sûr de parler dans le même contexte. Aussi, une chose qui est importante, c'est que, et souvent c'est sécurisant, l'enfant peut être assis sur les genoux de son parent lors du RECD, puis ce n'est pas un problème. Donc, ce n'est pas pour le RECD. Pour la mesure aussi, on essaye il pourrait être sur les genoux du parent, sauf que le parent va venir comme jouer sur l'environnement immédiat, l'effet d'écran de la tête et du corps de l'enfant va être comme doublé ou très, 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 très changé par rapport à la présence du parent. Donc, il faudra penser à avoir une espèce de booster pour l'enfant quand il vient à la clinique. Naïma, je t'écoute. On disait juste avant que pour les open, c'est pas possible de le faire dans la boîte. Oui. Donc, dans le cas d'un enfant, comment on le fait? Dans le cas d'un enfant, d'avoir un appareillage open, c'est très peu fréquent. On va toujours avoir un embout de toute façon. Je ne te dis pas que ça n'existe pas, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Évidemment, dans ce cas-là, tu prends le RECD. Écoute, tu es obligé de faire une mesure RER parce que tu n'es pas capable. Tu vas essayer un 65, tu vas essayer un. C'est un peu. Tu essaies avec l'audiologiste, tu dis écoute, moi, je n'ai pas été capable, es-tu capable de faire une mesure? Envoie-moi la mesure que tu as fait, on va essayer de l'analyser. Souvent, à deux, on est capable de. Dans les moins bonnes conditions chez vous, tu le fais sur le logiciel. Tu pourrais essayer, mais tu vas prendre, par exemple, dans la boîte, tu vas le faire, mais tu vas boucher ta ventilation, puis tu vas mettre, mettons, rythme dans la boîte en tenant compte que tes ajustements vont être loin de ce que ça devrait être, mais tu essaies d'avoir un résultat le plus probant possible. Oui, Jean-François? Par rapport aux enfants qui auraient besoin d'être assis sur leur patient pour faire les réglages, si le parent bouge
pas vraiment par rapport à l'enfant s'ils réussissent à rester calmes comme ça? Est-ce que ça donne quand même une bonne mesure? Écoute, avec les enfants, là, s'il est plus en sécurité parce qu'il est sur son parent, ça va être valide pareil. Là. Parce que de toute façon, dites-vous une chose, vous avez de jeunes enfants quand vous faites les ajustements, là, quand vous avez besoin d'avoir les enfants, de voir les enfants, vous allez les voir minimalement à tous les 3 mois. Pour faire un RECD, pour changer ses tubes, pour changer son embout, pour faire des réajustements. Il y a eu un nouveau test d'audition, les seuils se précisent. Écoutez, vous commencez avec un enfant de 6 mois, puis il y a des potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral. Éventuellement, il va y avoir d'autres potentiels évoqués, ça va se préciser. Fait qu'au fur et à mesure, vous allez les revoir. Fait que, une journée, vous n'êtes pas capable de prendre la mesure, vous avez utilisé que le RECD. Le dialogiste était capable d'en faire une. Dans 3 mois, c'est vous qui allez être capable de le faire, pas le dialogiste. Puis on les voit très, très souvent, les enfants. Fait que c'est pas une. L'enjeu, c'est d'appareiller l'enfant. À la rigueur, on ne pourra pas le suramplifier, mais c'est de l'amplifier puis de donner l'amplification nécessaire. C'est vraiment ça. Mais comme tu dis, Jean-François, l'enfant est en sécurité. Je ne ferai pas exprès. Vous allez non, 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 parent dans le coin, l'enfant sur le booster, puis l'enfant se met à hurler parce que son père ou sa mère est petit. C'est beau, hein? C'est pas, on y va avec ce qu'on est capable de faire pour aider les enfants le plus possible. Le but de l'exercice, il est là. Théoriquement, ça serait juste au RECD, mais s'il est plus en sécurité sur les genoux de son père ou de sa mère, parfait. C'est pas un problème. Évidemment, pour un bébé, c'est un peu plus particulier pour un bébé, je vous dirais. Donc, les seuils sont mesurés à l'aide du potentiel évoqué auditif du tronc cérébral, ce qu'on appelle en anglais ABR, qui est le Auditory Brainstem Response. Puis, cette mesure-là qu'on a, là, il faut faire attention. C'est que la mesure qui est donnée au ABR est toujours en dB NHL. La N pour décibels normalisé. On doit convertir les seuils de dB NHL à dB EHL, qui sont les Estimated Behavioral Hearing Threshold. Et ça, c'est super important. Parce que normalement, le dialogiste, quand il va vous envoyer les résultats du PEATC, ils vont souvent les avoir convertis. Mais s'ils ne les ont pas convertis, il faut s'assurer qu'on le fasse. On n'est pas obligé de le faire à la main parce que dans le Verifit, je vais juste vous le montrer, là, puis on va revenir. Dans le Verifit, ici, là, regardez, là, on a l'ABR, il est-tu en EHL ou en NHL? Donc, il faut faire attention de choisir les bons. Puis ça, c'est vraiment sur notre transducer. Là. Le transducer, là, il faut vraiment, il est-tu en headphone, insert, on avait, mais on a vraiment, les ABR sont là aussi. Donc, c'est super important de choisir les bons. Normalement, l'audiologiste, ce qu'il va faire, il va toujours nous donner l'audiogramme, les décibels. Il va toujours nous les donner les seuils en EHL, mais vous assurez qu'ils sont bel et bien en EHL. C'est important. Oui, Jean-François? Ces choix de transducteurs-là, les as-tu juste quand on coche enfant? Oui. Je ne les ai jamais vus. Tu les as quand tu coches DSL. C'est le seul. Tu n'as pas ça sur NAL. C'est juste sur DSL. Si jamais, pour une raison quelconque, on a un adulte avec des potentiels, on va aller là pour pouvoir utiliser. Oui, là, c'est rare. C'est pas à moins d'avoir. Ben, j'imagine un handicap ou un. Oui, il faut vraiment avoir. Honnêtement, il faudrait vraiment avoir un handicap. Oui, on pourrait. Oui, ça pourrait arriver. C'est sur DSL que tu es capable de l'avoir. Puis là, il faudrait que tu changes là. Il faut que tu rentres le RECD, mais il faudrait que tu changes l'âge de si tu ne l'as pas sur adulte pour l'avoir. Mais il faut vraiment prendre. C'est vraiment sur DSL que tu peux l'avoir. Je vérifierai tantôt, puis cet après-midi, je vous donnerai la réponse. Mais c'est vraiment sur DSL que tu les as. Tu n'es pas capable d'avoir ça autrement que sur. Non, NAL, tu n'as pas ça. Les a pas. Non, c'est sur DSL. Ça te prend absolument la méthode prescriptive DSL pour avoir ça. OK. Donc, vous pourriez, si ça vous tente, de faire la modification à la main. Mais de toute façon, souvent, dans les potentiels évoqués auditifs au tronc cérébral, on a les seuils genre à, je pense que c'est 250, je pense que c'est 500, 1000, 2000, puis des fois 4000. On a juste 2-3 seuils. Fait que, on ne se cassera pas la tête jusqu'à 6000. Là. Des fois, on ne les a pas. Fait que, on va utiliser des fois que ces seuils-là, puis on entre spécifiquement ces seuils-là à l'intérieur du Verifit. Important de mesurer le RECD, super, super important.
Et on préprogramme la prothèse dans la boîte avec l'embout de l'enfant, avec une méthode prescriptive reconnue pour les jeunes enfants, évidemment, qui est le DSL. DSL, enfant va vous demander l'âge de l'enfant parce qu'il va rajouter des facteurs de correction par rapport à l'âge. Donc, c'est super important d'être très, très, très précis. Et si vous n'êtes pas précis, puis vous envoyez votre rapport d'ajustement avec les coupes que vous avez fait à l'audiologiste, lui, il va vous rappeler puis il va vous dire « Ah, l'enfant, il y a 2 ans, il y a 24 mois, mais tu as mis 9 ans, pourquoi? » Puis tu passes pour un con. Un bel épais. Fait qu'il faut juste faire, chez les enfants, il faut être super précis, il faut être super attentionné parce que l'audiologiste, c'est sûr qu'il va te revenir. Puis vice-versa, quand vous voyez des choses, appelez votre audiologiste aussi pour lui dire écoute, tu as fait la mesure, mais là, le modèle de prothèse n'était pas le bon. Puis faire juste attention, puis il va dire ah, j'ai vu un patient avant, puis des fois, ça nous arrive aussi. Il faut juste être conséquent avec nous-mêmes. C'est quand même important. Là. On n'est pas à l'abri des erreurs, mais il faut juste être capable de les reconnaître et d'être capable aussi d'en parler avec les parents. Les erreurs, les parents, eux autres, ne sont pas vraiment là, mais par rapport à l'audiologiste, donc il faut être super précis par rapport à ça. Donc, sur le VeriFit, en sélectionnant la méthode prescriptive DSL, la correction en dB NHL à dB EHL s'effectue automatiquement. Donc, c'est vraiment avec la méthode prescriptive. Et ce qu'on entre, si on a nos dB NHL, parce que c'est uniquement ceux-là qu'on a, ils vont se corriger directement à dB EHL. Donc, dans notre transducer, c'est super important de mettre quel seuil que j'ai. Si j'ai des dB NHL, mon transducer, je le rentre à NHL, mais il va le transformer automatiquement en EHL parce que c'est comme ça que ça se mesure. C'est comme ça qu'il faut le faire. Si on a les dB EHL, notre transducer, on va le mettre dB EHL, mais il n'y aura pas de transformation parce qu'on va avoir rentré les bons seuils. Donc, mais c'est vraiment la méthode prescriptive DSL. NAL, vous allez chercher, mais vous ne le trouverez pas. Donc, comme je vous montrais ici, là on a DSL Child. Il faudrait que je vérifie sur DSL adulte. Pour répondre à ta question, Jean-François, c'est sur DSL, mais je vais vérifier pour savoir si mettons, je mets DSL adulte, j'ai encore les ABR qui apparaissent. Et comme je vous disais, l'âge de l'enfant est super important. Super, super important. Donc, excusez s'il y a du son, la construction a recommencé, puis ils rénovent la clinique en dessous, puis ils sont au système de ventilation. On pourrait, si on n'avait que les dB NHL, puis là, ils sont en dessous de moi, les dB NHL, puis on voudrait faire la transformation, donc on peut le faire, mais je vous dirais, ne vous lancez pas là-dedans, c'est pas, le système le fait. Vous allez voir les dB NHL ou les dB EHL, rentrer le bon transducer, les bonnes données, et ça va se faire. N'allez pas rentrer les facteurs de correction, même si je vous les ai donnés. Un, personne ne les sait par cœur. Puis deux, il faut juste rentrer les bonnes affaires au bon endroit sans être obligé de faire les facteurs de correction parce que plus on met de manipulation, plus on va avoir des erreurs. Je vous le dis, c'est ce qui va arriver. Et de toute façon, dans le setup, lorsqu'on va dans les setups, pour passer de NHL à EHL, on a nos facteurs de correction qui sont là. Donc, ils sont par défaut. Donc, toujours les utiliser. Quand ils disent Select NHL to EHL Default, c'est toujours par rapport à DSL, jamais à l'utilisateur. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des facteurs de correction propres à chaque individu. On utilise toujours DSL et comme ça, on est certain qu'on est dans nos ajustements où on est correct. Évidemment, on ne les utilise que par rapport au bébé parce qu'au moment où on est capable d'avoir des seuils qui sont faits soit sous casque, avec des enfants, c'est assez rare que c'est fait sous casque, lorsqu'on est capable de les avoir faits avec un audiomètre, soit avec ses embouts, soit avec des foams. Donc, on va lâcher les ABR dans le transducer, puis là, on va mettre vraiment le bon casque d'écoute pour pouvoir avoir nos facteurs de correction qui sont corrects. Pour la mesure du RECD, ce n'est pas l'idéal, mais si je ne suis pas capable d'utiliser le petit embout pédiatrique là, qui est rouge, là, vraiment, qui est tout petit, on peut, pour éviter de manipuler beaucoup, parce que je veux faire du RER, par exemple, puis je serais capable de le faire, j'ai un enfant qui est super calme, qui est allumé, qui est assis sur qui se tient, puis qui est capable d'être assis sur les genoux de son père ou de sa mère, bien, je peux mettre avec du ruban gommé médical la sonde d'à peu près 2 à 4 mm au bout de l'embout. Je serais capable de prendre le RECD et je serais capable de faire la mesure RER. On peut utiliser la pile moulante, du saran, du film plastique, de la résinette, peu importe comment ça s'appelle, du saran wrap qu'on appelle ici au Québec.
Donc, on pourrait le mettre sur l'embout, ça tient la sonde. On est 2 à 4 mm au bout de l'embout. Oui, je sais, je ne suis peut-être pas à moins de 5 mm du tympan. Avec les bébés, on essaie d'être le plus précis possible compte tenu des limites qu'on a avec les enfants. Donc, on peut parfaitement bien tolérer de le faire de cette façon-là et ça se fait quand même relativement bien. Ça évite d'avoir à faire beaucoup de manipulations. Donc, on pourrait, par exemple, placer une sonde avec le petit embout comme ça et en placer une, par exemple, sur l'embout de l'enfant. Donc, je prends ma mesure RECD, je fais ma mesure RER avec l'autre. Évidemment, ça prend 2 sondes, mais ça peut se faire. Mais c'est beaucoup de manipulation. Donc, il faut juste être prudent par rapport à ça. Oui, Naïma? Est-ce que le collant, ça ne va pas provoquer une fuite? Peut-être. Comme ça va appuyer. Peut-être. Oui, possible. Tu sais, on essaie, je te dirais, si ça n'en fait pas, ce n'est pas un problème. Si ça n'en fait une, on essaie de mesurer le feedback manager. On essaie de. Puis encore là, on est chez un bébé. Fait que, quitte à avoir un petit peu moins d'amplification, mais d'être capable de le stimuler, il vaut mieux quelqu'un qui est sous-amplifié un peu, puis qu'on est juste un peu en bas des cibles parce que compte tenu des manipulations, je n'ai pas été capable de le faire, que de ne pas être capable d'avoir quelques mesures possibles. Fait que ça va, oui, chez un enfant, il ne faut pas penser comme quand on le fait chez un adulte, de tenir compte de il ne faut pas que je prenne, il faut que je manipule le moins possible, il faut que je fasse attention à la ventilation. Chez un bébé, là, il faut prendre la mesure, est-ce qu'elle est sécuritaire? Oui, puis elle va se préciser au fur et à mesure parce que chez un bébé de 6 mois, il n'y a rien de précis. J'ai 316, 500, 1000, 2000, c'est en potentiel évoqué auditif, j'ai mes transformations, j'ai fait des mesures, ouais. Il est amplifié, c'est sécuritaire, fine, puis plus ça va se préciser. Fait qu'il ne faut pas. Oui, on a plusieurs limites et ça, on peut le noter dans notre dossier. On va dire, j'ai eu un feedback, j'ai été obligé de diminuer. Ça se note. Fait que ça permet de justifier toutes les manipulations que tu as faites et le fait que tu ne sois pas sur les cibles comme ça devrait être. Et ça te permet d'avoir la discussion avec l'audiologiste, de dire, écoute, l'enfant était un peu turbulent aujourd'hui. Quand j'ai fait les tests, j'ai placé la sonde, j'avais un peu de feedback, mais pour faire mes mesures, j'ai diminué un peu. Je n'ai pas été capable de prendre l'impression. J'avais beaucoup de cérumen. Il y a un paquet de facteurs. Puis chez les jeunes enfants, là, du cérumen, c'est des fabriques à cérumen. Fait qu'il y en a tout le temps. Tes sondes sont bouchées. Il faut que tu recommences. C'est pas. Fait que, on ne fait pas du 55, 65, 75 MPO. C'est pas possible de le faire. Pour faire un 65, je peux faire un 85 en MPO, puis je suis sécuritaire, ça va, puis tout va bien. Puis on s'en va dans 3 mois, puis on essaie d'autres mesures. Il faut penser qu'avec les enfants, par contre, on fait des mesures tous les 3 mois. Fait que là, quand tu n'es pas trop à l'aise avec les enfants, demande l'aide d'un collègue. Des fois, à 2, ça va mieux. Ça peut arriver. Vérification d'un système cross et bicross. Évidemment, on se rappelle qu'est-ce qu'est un cross, qu'est-ce qu'est un bicross. Un cross, j'ai une oreille normale, j'ai une oreille non appareillable. Donc, je prends le son dans l'oreille non appareillable que j'envoie dans une prothèse auditive, mais qui n'offre pas d'amplification. J'envoie le son du côté normal. Donc, notre but, c'est de transférer le son de l'oreille non appareillable à l'oreille normale. On veut surmonter l'effet d'ombrage de la tête et de reproduire l'amplification naturelle de l'oreille. Donc, comment on fait ça? C'est relativement simple. On mesure la sortie à la meilleure oreille lorsque le stimuli est présenté à la meilleure oreille. Donc, honnêtement, ce que je viens de dire, là, ça s'explique très, très facilement par la diapo présente. Le patient est à 45 degrés, en fin de compte, il est de côté par rapport au haut-parleur. On met l'oreille, la meilleure, du côté du haut-parleur, donc à 45 degrés comme l'image, et la sonde est au tympan. Et de l'autre côté, on met également le microphone de référence, mais on ne met pas de sonde au tympan. Il n'y a pas de sonde, on ne mesure pas de sonde de ce côté-là de toute façon. Mais c'est important d'avoir le microphone de référence. Pourquoi? Parce que quand on va faire la mesure, on va prendre la mesure ici, BTE, la première mesure. Donc, quand le patient est son oreille pas appareillée, dans le cas d'un cross, son oreille normale est du côté du haut-parleur, on va utiliser BTE ici. Super important. Le stimulus qu'on utilise dans ce cas-là, toujours pour mesurer ça, c'est 55 décibels, tout le temps. Donc, ta meilleure oreille, ça te prend une mesure. Ne vous cassez pas la tête,
qu'il n'y a pas de cible, le but, ce n'est pas ça qu'on mesure. On ne rentre pas de cible, ce n'est pas utile. Ce qui est utile, par contre, c'est d'avoir une mesure. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que là, on mesure la sortie à la meilleure oreille lorsque le stimulé est présenté à l'oreille non appareillée. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, on tourne le patient de l'autre côté. Toujours aucune sonde dans l'oreille non appareillable. On a toujours la sonde du côté appareillé, du côté normal. Et là, on le déplace. Donc, on est du meilleur côté, on envoie un son, j'ai une mesure. Ensuite de ça, je dis au patient, vous vous tournez, vous vous mettez de l'autre côté, on envoie le son pour qu'il soit capté par le microphone de référence, mais la sonde n'est jamais dans l'oreille. La sonde n'est jamais dans l'oreille morte, dans l'oreille non appareillable, elle est toujours du bon côté. Et on obtient une mesure qui est comme ceci. Donc, on voit la courbe verte et la meilleure oreille, et la courbe rose, mauve, peu importe la couleur que vous voyez, elle est ici, mais ce qui est important, c'est que, voyez-vous, on a changé. Là, on a mis le côté cross. On avait BTE du bon côté. Lorsque je tourne le patient, il faut que je mette cross. On joue le même stimulus en modifiant le modèle de BTE à cross. Et je veux avoir la transparence. Là. Voyez-vous, là, ici, là, on est presque... On a une courbe qui est relativement semblable. Et c'est ça qu'on cherche. C'est pour éviter l'effet d'écran de la tête. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et si jamais, là, vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce que je fais si j'ai une courbe qui est, ma courbe cross, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus haute ou beaucoup plus basse? C'est que dans les logiciels des manufacturiers, là, j'ai pris chez Phonak, on est capable d'ajuster le microphone de l'aide auditive et le microphone cross, qui va nous permettre d'équilibrer, ça s'appelle l'équilibrage cross chez Phonak. On va être capable d'équilibrer les deux pour qu'on ait la courbe la plus semblable possible. Vous ne jouez pas avec le gain de la prothèse, avec les canaux et tout ça, c'est uniquement avec ton équilibrage cross. Ça ne sera pas parfaitement pareil, mais il faut qu'on soit le plus près possible une de l'autre. Ça n'arrivera jamais pile-pile confondu dessus, mais qu'on soit le plus proche. Ce qu'on ne voudrait pas, par contre, c'est que ta unaided ear response, là, soit ici ou soit vraiment au-dessus, ce qui ferait que tu as un côté qui viendrait embarquer par-dessus l'autre. On veut qu'on soit le plus près possible. Ça ne sera pas parfait, mais il faut qu'on soit le plus près possible. Dans le cas d'un bicross, les résultats doivent être le plus près l'un de l'autre pour surmonter l'effet d'ombrage de la tête. C'est uniquement ça qu'on cherche à faire dans le cas d'un cross ou d'un bicross. Dans le cas d'un bicross, notre but, c'est d'amplifier l'oreille appareillable convenablement. Donc, on fait un appareillage de type standard, normal, avec nos courbes 65, 55, 75, 85, RESA, toutes nos courbes qu'on fait de façon standard, on fait un appareillage. Et ensuite de ça, on va vérifier le son de l'oreille non appareillable qui est transféré à l'oreille appareillable. C'est ça un bicross. Un cross, oreille normale, oreille non appareillable. Donc, j'envoie le son du mauvais côté au bon côté, sans amplification. Dans un bicross, c'est la même chose. Donc, j'ai une oreille appareillée et j'ai une oreille non appareillable et je prends le son du côté non appareillable et je l'envoie de l'autre côté. Donc, on ajuste la prothèse auditive comme à l'habitude, standard, on fait toutes nos choses. Et ensuite, on mesure la sortie à la meilleure oreille lorsque le stimulus est présenté à l'oreille appareillée. Même chose, on fait la même procédure dans le bicross que dans le cross. Même affaire, BTE, on utilise toujours le 65, même chose. Et quand on fait, ensuite, on mesure la sortie à l'oreille non appareillable, même processus, le protocole est exactement le même. La seule différence est que vous devez ajuster la prothèse auditive dans le cas d'un bicross. Mais c'est la même procédure pour mesurer l'effet d'écran de la tête. Je tourne le patient, sonde au tympan, pas de sonde du côté non appareillable, même chose, et je dois obtenir le même type de résultat. Même chose, en n'oubliant pas de transférer pour notre cross. Et c'est le même processus, mais il est légèrement plus long, parce qu'il faut que je fasse un appareillage de type classique du côté appareillable. Ça va pour ça? Je n'ai pas vu de main levée, fait que je pense que j'ai été clair sur ce point-là. Et comme on peut voir, voyez-vous, là, chez Signia, par exemple, un mode cross, microphone plus cross, les manufacturiers ne feront pas de différence, ils n'appelleront pas leur module bicross. Le bicross, c'est parce que j'ai un appareillage standard du côté, mettons dans ce cas-là, du côté droit, et j'ai un cross de l'autre côté. Donc, on peut voir, sur le graphique ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous mettent l'image. Je prends le son et je l'envoie de l'autre côté. Et c'est là mon équilibrage du niveau du cross. Là, j'étais en simulation parce que je n'ai pas de cross. J'en ai chez Widex, j'en ai chez Signia, j'en ai chez Phonak, j'en ai chez Opticon du cross, j'en ai chez plusieurs compagnies. Oui, Jean-François?
Pourquoi ils ne nous permettent pas de faire des ajustements comme on fait normalement? C'est juste À quoi ça te sert? avoir la même réponse des deux bords, non? Là, tu fais juste transférer le son. Tu n'as pas besoin d'avoir d'ajustement. Il faut juste s'assurer de transférer le son qui arrive du côté pas bon pour donner un certain effet de localisation au patient et d'avoir une meilleure stimulation. Tu n'as pas besoin de faire d'ajustement, c'est juste une transmission du son. Un cross, ce n'est qu'une transmission du son qui va passer par la prothèse. Fait que dans un cas d'un bicross, le son qui va entrer du côté appareillé va être modifié selon l'appareillage que tu as fait. Fait que tu n'as pas besoin de faire d'ajustement dessus. C'est juste de transférer le son qui va passer à travers les ajustements que tu as faits. Oh, Mais excusez. mon souci, c'est qu'on voyait à l'écran tantôt que les deux cônes ne sont pas pareils. Fait qu'il y a Tu une parles de ça ici? différence. Ouais. Oui, mais ça, c'est juste pour annuler l'effet d'écran de la tête. C'est pas, tu vas être capable de le faire avec un niveau, mais tu n'as pas, puis comme j'ai dit tantôt, tu n'as pas à ajuster de façon que ça soit parfaitement égal. C'est juste pour diminuer l'effet de perception d'écran de la tête qui fait que tu vas avoir comme un décalage entre les deux signaux. C'est uniquement pour ça. C'est le seul but. C'est pour ça que tu ne peux pas faire d'ajustement. C'est juste l'entrée du microphone. C'est le niveau du cross, comment il rentre de l'autre côté. C'est juste le type d'ajustement. Puis ça va passer à travers les ajustements que tu as. Mais ce n'est pas pertinent de faire des ajustements et c'est juste d'essayer de diminuer beaucoup l'effet d'écran de la tête. On s'entend là que c'est un appareillage non classique. On fait un appareillage classique pour le côté appareillable, mais ce n'est pas un appareillage classique, c'est quelque chose pour aider la personne. C'est sûr que ça ne sera pas parfait. Puis même un appareillage de type classique bilatéral, ce n'est pas parfait non plus. Il y a un résiduel de surdité qui n'est pas compensé. Il y a plusieurs difficultés qui vont demeurer. Le cross est intéressant ou le bicross est intéressant parce que ça amène une utilisation. Puis je vous dirais bien honnêtement, des patients qui longtemps ont été appareillés en unilatéral et quand on commence à leur faire du bicross, ça change leur vie. Juste le fait d'être assis dans la voiture et d'avoir de la stimulation sonore qui est transférée de l'autre côté, mais qui arrive. Et ton patient n'est pas obligé de se tourner pour eux, là, puis ils sont au restaurant, ils sont avec des amis, ça fait une énorme différence. Oui, Jessie? Comment on valide avec le patient si c'est correct? Est-ce que c'est juste en bureau, on fait des tests avec lui ou avec elle, puis on dit « Ah, est-ce que c'est correct? » Y a-t-il une façon de... Il va te le dire au contrôle post-prothétique. Il va dire « Ah, j'haïs ça, j'ai du son de l'autre côté, j'aime pas ça. » Dans 98% des cas, ils vont dire « Ah, écoute, j'aime ça, c'est le fun, le son arrive de l'autre côté, c'est la première fois. » Puis souvent, la personne qui l'accompagne, des fois, ça peut être le conjoint ou la conjointe, vont trouver une grosse différence. Il y a pas... Moi, quand j'en parle à mes patients, je leur dis que c'est un accessoire pour diminuer les difficultés liées au fait qu'on est capable d'appareiller que d'un seul côté. Tu ne leur vends pas ça comme, écoutez, vous allez entendre des deux côtés, c'est pas du binaural, ce n'est pas une écoute binaurale, c'est un appareillage unilatéral avec un accessoire qui va permettre de transférer le son. Fait que le patient va avoir probablement certains avantages dans certaines circonstances. Puis déjà, ces circonstances-là vont diminuer son handicap. Il ne règle pas son handicap, mais va simplement diminuer les effets, certains effets. C'est pour ça, il faut toujours présenter le cross ou le bicross comme un accessoire qui va venir réduire certains de ses handicaps. OK. Puis le contrôle de volume, est-ce que ça va se faire comme des deux côtés? Oui, effectivement. Certains manufacturiers, entre autres chez Phonak, par exemple, puisque tu as les deux côtés, tu peux avoir, ça baisse à gauche et ça monte à droite. Le bouton peut te servir à faire ça chez Phonak parce qu'il n'y a qu'un seul bouton, par exemple, sur un RIC. Chez Signia, étant donné que c'est un rocker switch, c'est un bouton à bascule que tu as dessus, tu peux lui donner plusieurs fonctionnalités. Certains patients, je sais que dans certains cas, on pourrait, par exemple, augmenter ou diminuer la transmission qui se fait d'un côté ou l'autre. Si on va dans les options, ça peut être quelque chose. Là, je ne pouvais pas vous le montrer parce qu'étant donné que je n'ai pas accès, je n'avais pas de microphone cross dans ma boîte de prothèse, donc je ne pouvais pas activer toutes les fonctionnalités. Donc, on peut donner certaines fonctionnalités au bouton Rocker Switch, par exemple, chez Signia. Mais d'habitude, les gens vont s'en servir surtout comme contrôle de volume. Je ne suis pas obligé d'avoir la télécommande. Je n'ai pas toujours mon cellulaire, donc l'application ne me permet pas de le faire. Fait que avec le contrôle de volume, c'est intéressant pour ça. Ça répond à ta question, Jessie? Oui, merci. Bienvenue.
Donc, cross, bicross, et il faut toujours être capable de le présenter à notre patient. Lorsqu'on fait l'évaluation des besoins au départ et on voit qu'il y a un côté qui est non appareillable. Moi, je vous dirais, un côté qui est non appareillable, là, c'est un côté qui a une surdité profonde, mais profonde, une surdité à 100 quelques décibels, et ou une opération écoulement, une anacousie, dans l'absence d'audition. Si un patient a une surdité asymétrique, puis là, il a passé tous les tests, scan et tout ça, puis si sa surdité est comme ça, ce n'est pas une pathologie qui serait corrigeable chirurgicalement parlant. Moi, je vous dirais, si on a des seuils d'audition, je vous donne un exemple, vous avez une perte en MSP à droite à 45 avec un IMDS à, je ne sais pas moi, à 95. C'est pas vrai, 92. Et vous avez une perte à gauche à MSP 75 puis un IMDS à 32. Avant de déterminer si c'est un cross ou un bicross, je fais un IMDS bilatéral. Si j'obtiens un IMDS équivalent à ma meilleure IMDS, donc j'ai 92 d'un côté, puis j'obtiens un IMDS bilatéral à 90, je fais un appareillage bilatéral classique parce que mon côté le plus faible ne vient pas nuire à mon meilleur côté. Si par contre, la même situation se présente et je fais un IMDS bilatéral et j'obtiens 60 %, donc c'est défavorable, c'est là que je ferai un bicross. Donc, à prime abord, lorsque je fais, il faut toujours que j'ai mon IMDS en binaural, des deux côtés, s'il ne vient pas nuire à mon meilleur côté. Oui, Jean-François? C'est juste une question de budget, puis on sait que la personne, elle n'achètera pas de deuxième prothèse. Est-ce que ça peut être pertinent? Oui, effectivement, mais Au lieu de donner une télécommande qu'ils n'utiliseront pas, on va dire, je vais me commander le Bicross comme accessoire. Puis... Oui, effectivement, mais hormis ça, il faut être capable de justifier au patient, de dire, il faut lui présenter toutes les options. Le patient va dire, moi, je n'ai pas les moyens d'acheter la deuxième prothèse pour une raison qui lui appartient, c'est pas ça le regarde. Effectivement, le bicross pourrait être une option intéressante. Évidemment, on perd beaucoup. On n'a pas un appareillage bilatéral classique. Mais je te dirais, Jean-François, c'est pas, si tu y vas à la Régie d'assurance maladie, ce n'est pas en dépit de la télécommande. Tu peux choisir une télécommande et avoir un bicross aussi. C'est des accessoires qui sont payables. Ce n'est pas un ou l'autre. Tu peux avoir les deux en même temps. Mais oui, tu pourrais. Mais tu vas le justifier dans ton dossier. Parce que tu as fait un IMDS bilatéral, tu obtiens un bon résultat, tu as présenté au patient le fait que ça serait mieux qu'il ait un appareillage bilatéral. Il ne veut pas, bien évidemment, le bicross, c'est comme la moins pire des options. Mais oui, par rapport au budget, oui, tout à fait. Ça peut être tout à fait valide. C'est quoi la différence de prix entre une prothèse classique et un appareil cross? OK. Ben, en fin de compte, tout dépendant. Une prothèse qui est appareillable, un patient qui est appareillable via la Régie d'assurance maladie. La prothèse est payée par la Régie d'assurance maladie. L'option cross est payée par la Régie d'assurance maladie. La télécommande est payée par la Régie d'assurance maladie. Donc, ça revient à coût zéro au patient. Si le patient qui n'est pas éligible pour 2 prothèses auditives à la Régie d'assurance maladie, donc qui ne travaille pas, qui n'a pas un problème de surdicécité, qu'il n'a pas un droit acquis sur l'appareillage bilatéral, par exemple, et ça, on va le voir à la prochaine session en éthique sur la réglementation. La prothèse auditive, dites-vous qu'elle va peut-être lui coûter entre peut-être 14 1500, 15 1600. De 1500 à 1700 $. Donc, il y a une différence quand même qui peut être importante pour quelqu'un. Le prix peut... Là, je vous parle des prothèses de la Régie d'assurance maladie. Si on parle des prothèses auditives de type entrée de gamme chez les différents manufacturiers, on parle de prothèses qui vont peut-être commencer à 1900, 2000 $ pour une prothèse. 2 ont double prix, donc ça a une influence. Quand le patient paie lui-même, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai fait un bicross chez un patient en privé, rechargeable. Je ne savais pas que ça se faisait. Ça se fait chez les Belong, chez Phonak. Donc, j'ai fait un bicross privé rechargeable. L'option bicross n'est pas tellement moins cher qu'une prothèse classique. Il est peut-être un petit peu moins. Mettons, dans ce cas-là, la personne avait pris du milieu de gamme. Un milieu de gamme se vend peut-être 2500 $. Donne un chiffre comme ça. Son option bicross en coûtait peut-être 2000.
Mais la patiente avait toujours eu ça. Ça a toujours été en privé, ses prothèses. Elle n'était pas éligible à la régie d'assurance maladie. Mais le cas va avoir une influence au niveau de la régie d'assurance maladie parce que tous ces accessoires peuvent être payés par la RAMQ. Alors que si on décide d'aller avec un appareillage standard bilatéral, la prothèse va lui coûter quand même une certaine quantité de sous. C'est pas. Mais c'est en dollars canadiens, c'est moins pire. Si c'est en euros, ça coûterait plus cher, puis en dollars américains, ben là. En couronne danoise, c'est pire. Puis en rouble, ça vaut rien, fait que ça vaudrait la peine. C'est pas. Ben bon, je fais des blagues, là, mais c'est pas. Ça a quand même une influence sur le portefeuille des gens. Je vais juste j'ai appuyé sur un. Donc, comme je disais tout à l'heure, les résultats devaient être les plus près des uns possibles pour surmonter l'effet d'ombrage de la tête. Comme je disais, par rapport à ta question, Jean-François, tout à l'heure, c'est que c'est vraiment pour surmonter l'effet d'ombrage de la tête, pour éviter qu'il y ait un délai entre les deux. C'est pour ça qu'il faut être le plus près possible. Encore là, ça ne peut pas être parfait, puis ça ne le sera jamais. Mais les réactions qu'on a des patients, comme je disais tout à l'heure, je me répète, des patients qui ont été appareillés unilatéralement pendant de très nombreuses années et on insère l'option Bicross, ça a une grosse différence. Ça leur fait... c'est assez particulier, c'est assez majeur. Oui, Jean-François? Dans le fond, pour comprendre l'ajustement sur le Verifit, on va faire du côté de la bonne oreille une fois. Après, on va tourner du côté du cross, puis on va le faire jusqu'à temps qu'on soit satisfait du placement des courbes. Oui, bien en fait, compte, ce n'est que la superposition des courbes. Là. Ce n'est jusqu'à temps qu'on soit satisfait, mais tu ne feras pas ça, ça ne te prendra pas 10 minutes à faire. Là. Tu vas faire ta première courbe. Là, tu as fait ton ajustement classique. Dans le cas d'un Bicross, tu as fait ton ajustement classique. Puis là, tu fais ta première mesure. Tu fais ta première mesure comme sur un cross. Tu fais ta première mesure en plaçant ton patient avec son oreille comme ça. D'accord? Tu as fait déjà ton appareillage classique. Là. Ton appareillage est fait sur le Bicross. Ton oreille appareillable, il est fait. Tu prends ta mesure qui te donne ta petite ligne verte comme on voit tout à l'heure, comme on voit ici. Ça te donne ça. Ensuite de ça, tu tournes le patient. Donc, on tourne le patient. Donc, pas de sonde dans cette oreille-là pour avoir la courbe rose. Tout dépendant de comment vous le faites. Là, la couleur n'a pas d'importance. Je veux dire, pour avoir la courbe. Et ensuite de ça, tu fais quelques petits ajustements pour que la courbe rose soit le plus près de la courbe verte dans le cas de cette diapo-là. C'est tout. Puis tu ne fais pas ça pendant super longtemps. Là. Tu fais un ajustement puis tu te rends compte que tu n'es pas correct. Tu es tout bien d'avoir une courbe qui est comme ça que d'avoir une courbe qui est tout en dessous ou tout en haut. Ici, je suis dessus. Ici, je suis très, très proche. Ici, je suis dessus. Tu fais des compromis. C'est pour diminuer l'effet d'écran de la tête. Il ne disparaîtra pas, mais c'est pour en diminuer l'effet. Tu ne passes pas 25 minutes avec le patient à taponner. Ce n'est pas pertinent. Puis d'autant plus que le patient va dire il va être tanné parce que tu as déjà fait pendant 15 minutes les ajustements de l'autre côté. Ce n'est pas alors que tu veux juste en diminuer l'effet. Il faut quand même être conséquent. Et ça ne sera pas parfait. Ça ne le sera jamais. Donc, il faut le faire. Il faut être le plus près possible. On fait un ajustement au-dessus, puis on voit que c'est pire. On fait un ajustement en dessous, on voit que c'est pire. On le laisse comme ça. C'est tout. Je ne peux pas faire d'autres types d'ajustements. Oui, Cassie? Il faut baisser partout? Regarde, dans ce cas-là, regarde, tu n'as pas le choix. Là, ton ajustement que tu as ici, c'est que tu es à 0. Tu vas faire plus 2, plus 4, plus 6. Puis ici, ça va être moins 2, moins 4, moins 6. C'est globalement. Tu n'ajustes pas du côté appareillé. C'est vraiment ton équilibrage se fait là. Tout simplement. Donc oui, ça va jouer sur la courbe entière. Ici, là, ta courbe rose-mauve, elle va monter ou elle va baisser. Il y a peut-être, tout dépendant des manufacturiers, comment ils ont calibré à l'intérieur. Et c'est à force de travailler avec chacun des fabricants. Nous, on travaille beaucoup avec Phonak parce que, c'est payé par la RAMQ. Souvent, ce sont des patients qui sont RAMQ. On en a fait quelques-uns chez Signa. Mais chez Phonak, tu l'ajustes, tu es tout prêt, puis voilà, c'est tout. J'ai pas on a un bon équilibrage, ça va bien. Surtout, ce qu'il ne faudrait pas, et ça, c'est super important, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que les patients te disent en post-prothétique, le son vient plus du côté de mon mauvais côté. Et ça, c'est pas. Il faut que ça soit quand même relativement équilibré. Là. On peut faire le test d'équilibrage, on se place derrière le patient,
On dit que ça vous vient plus à gauche, plus à droite. Au début, si on n'a jamais eu de prothèse, ils pourraient vous dire que ça vient un peu plus du côté non appareillé, du côté cross. Mais au contrôle post-prothétique, il faut quand même faire attention. Jean-François, tu avais la main levée? Le stimulus à 55, c'est pour maximiser l'effet d'ombre? Ben, c'est pour un. Oui, ben, c'est pas. C'est parce que c'est dans la procédure, ils ont déterminé que c'était le 55 qui nous permettait effectivement de ressortir l'effet d'ombrage de la tête. Parce que le 65, ton 10 décibels de plus te donne l'énergie pour passer par-dessus. Ton 55 est beaucoup plus retenu, c'est pour ça qu'on utilise le 55. Est-ce qu'il nous laisse le faire autrement ou c'est bloqué comme ça qu'on ne peut pas se tromper? Alors, tu peux le faire comme tu veux. C'est pas. Écoute, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié parce que dans la procédure, je le fais à 55 parce qu'on m'a montré à le faire à 55. Je ne me suis jamais posé la question. Je vais être honnête avec toi. Il faudrait vérifier. Probablement que tu es capable de le faire à 65, mais tu fais juste mesurer l'effet d'écran de la tête. Je ne verrais pas pourquoi tu ferais une courbe à 65, à 75 ou à. Je ne vois pas la pertinence. Là. Ça n'a pas de. Je sais pas, je ne vois pas le. C'est vraiment l'effet d'ombrage et il est maximisé à 55. Mais tu pourrais t'amuser pour le faire, mais je ne vois pas à quoi ça pourrait servir de plus. Je vais être honnête. Là. Oui, Cassie? Ta main levée. Ah, elle vient de disparaître. Donc, c'est pour ça, Jean-François, je ne vois pas. D'après moi, tu es capable de le faire parce que quand tu vas cliquer ici, écoute, je ne le sais pas. Il faudrait que je vérifie. Je suis embêté. C'est pas ça, c'est sur Verifit 1. Il faudrait que je vérifie, puis je pourrais vous y revenir cet après-midi, mais je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais testé. Je l'ai toujours fait à 55. Comme on fait un S à 65, pour mesurer, pour savoir si on utilise l'abaissement fréquentiel. Je ne l'ai jamais fait à 75. Il est toujours à 65 de toute façon, je pense. C'est pas. Je vois pas la. C'est la procédure. Elle est bâtie comme ça. C'est niaiseux comme réponse, là, mais je ne me suis jamais interrogé. Vérification du système FM, de la transparence du système FM. Normalement, si on le fait en laboratoire, c'est beaucoup plus facile. Je vous explique la diapo, mais puis souvent, ce n'est pas nous autres qui va le faire, c'est souvent l'audiologiste qui va le faire, l'audiologiste qui est rattaché à l'école où l'enfant va aller. C'est vérification parce que les systèmes FM, on s'entend que c'est utilisé plus fréquemment par des élèves que par des adultes. Il y a des adultes qui en utilisent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'adultes. Mais c'est lorsqu'un patient est appareillé avec un ajustement maximisant son audibilité, l'utilisation d'un système FM activé ne devrait pas modifier cet ajustement-là. Donc, normalement, la sortie des prothèses sans FM devrait être égale à la sortie des prothèses avec un FM qui est activé. Il ne devrait pas y avoir d'amplification ou de modification de la courbe de réponse de la prothèse parce qu'il utilise un FM. Donc, il faut mesurer. C'est pour ça qu'on mesure la transparence du système FM. C'est relativement simple, ça aussi. On mesure la sortie de la prothèse auditive avec un niveau d'entrée à 65 au microphone de la prothèse sans que le FM soit activé. Donc, on fait une mesure classique. On fait une mesure à 65, bêtement. Et ensuite de ça, on mesure la sortie de la prothèse auditive qui est munie d'un sabot FM avec un niveau d'entrée au microphone de la prothèse avec un système FM qui est à off. Donc, il y a comme 3 mesures. Je mesure ma prothèse, je mesure avec les FM à off. Donc, ma prothèse est en situation de capter le système MF, mais le système est à off. Donc, c'est la même diapo, sauf que c'est activé. Évidemment, on est dans notre bureau, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de. C'est fait en champ libre parce que de toute façon, le système FM est utilisé en champ libre. Et ensuite de ça, je mets le système FM à on. Donc, je prends une 3e mesure et mes 3 courbes. La prothèse auditive reste connectée au coupleur à l'extérieur de la boîte, idéalement dans un milieu le plus insonorisé possible. Et mon microphone, je le place, le microphone du FM pour qu'on ait. En fin de compte, ce qu'on fait, c'est que je retire la prothèse de la boîte, ici, là. Je retire la prothèse de la boîte. Je mets le microphone du FM tout près du microphone de référence, donc sur notre T. On est avec un Verifit 1, comme on peut voir sur l'image. Et j'envoie le stimuli. Pourquoi? C'est que là, je veux que mon 65 passe par mon FM qui lui transmet à la prothèse. Donc, c'est pour ça que je mesure ma prothèse auditive. Dans l'autre image, on avait la prothèse qui était ici. Je mesure la prothèse. Je mesure avec la prothèse le système à off. Puis ensuite, je change mon placement. Je mets le microphone FM parce que je veux que le son passe par le FM. Je le mets à on. Et mes 3 courbes devraient être relativement égales. Même quand le système FM est à off, la courbe va être
égale. Et quand le FM est activé, la courbe devrait être très, très proche de la courbe qu'on avait sur les deux autres. Si ce n'est pas le cas, il y a des ajustements qu'on peut faire à l'intérieur du système FM, donc on peut changer certains paramètres. C'est ce qu'on appelle faire le couplage du FM avec la prothèse auditive et c'est comme ça que ça se fait. Je vais vous avouer, j'en fais du système FM, là. Je m'occupe de 2 commissions scolaires, j'en fais. Et souvent, je jase avec l'audiologiste. L'audiologiste dit « Ah, c'est beau, je vais le faire le couplage avec la prothèse auditive. » Quand on parle de couplage, c'est de vérifier la transparence du système FM. Mais si vous devez le faire, si un audiologiste n'est pas habitué et vous dit « Peux-tu faire le couplage du FM avec ta prothèse auditive? » Fait qu'au lieu que ça vous soit un peu inconnu comme procédure, au moins vous l'aurez vu en théorie. Mais de toute façon, tous les tutoriels, les tutos, comme diraient mes amis français, les tutoriels que tu peux avoir sur les différents sites des fabricants qui font des FM, ils vont vous l'expliquer comment le faire. Fait que c'est quand même très, très simple. Évidemment, ça vient avec une vidéo. Fait que c'est beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas quelque chose que vous faites fréquemment parce que du système MF, pensez à une chose, le système MF est fourni par la Régie d'assurance maladie pour les enfants préscolaires, donc les 0-6 ans, les 6 à secondaire 5, parce que tu peux avoir 16 ou 17 ans, tout dépendant quand tu es né, c'est fourni par la commission scolaire et rendu au cégep, c'est fourni par la Régie d'assurance maladie. Donc, c'est à l'université aussi. Donc, souvent, la transparence va être faite, par exemple, chez des adultes, donc des adultes qui ont fait l'acquisition d'un nouveau système FM qui peut être payé par la Régie d'assurance maladie puis ils sont éligibles. Et quand c'est les préscolaires, c'est fait avec l'audiologiste au centre de réadaptation parce que là, tu essaies d'avoir tous les systèmes possibles pour aider l'enfant et maximiser l'audibilité. Puis quand c'est à l'école, tu as toujours un audiologiste qui est rattaché à l'école qui va le faire. Mais c'est toujours important de t'assurer avec l'audiologiste qui est responsable de ton patient enfant à l'école si le couplage a été fait. Mais ils sont habitués, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Puis les audiologistes qui font beaucoup de pédiatriques sont super bons. Là. Des fois, ils peuvent nous en montrer là-dessus, je vais être jonnête. Là. Jase régulièrement avec des audiologistes, puis ceux qui font du pédiatrique, on essaie d'être sur la même page, c'est super important. J'arrivais pas à voir sur la photo où est placée la prothèse. La prothèse, finalement, là, elle est comme retirée. Là. Tu ne la vois pas, là, mais elle va être sur le côté ici. Tu sais, ton coupleur est ici. Là. Tu vois le fil qui est ici, Naïma. Là. Je ne sais pas si tu suis ma flèche. Là. Le fil est juste ici. Fait que la prothèse est comme à l'extérieur de la boîte. Là. Elle n'est pas axée vers les microphones. Elle est comme à l'arrière ici. Là. Évidemment, ton fil n'est pas super long. Là. Fait que, vraiment, c'est pour ça qu'on ne ferme pas la boîte. Là, mais il est vraiment comme en arrière du haut-parleur ici. On ne la voit pas. Là. Mais c'est juste ici. Ça va? Mais je comprends pas pourquoi il est à l'extérieur de la boîte. Comment on peut le Parce mesurer? que tu veux pas que ce que tu veux mesurer, c'est tu veux mesurer quelle est la transparence du système FM. Donc là, tu veux mesurer ce qui vient de ça ici. Je ne veux pas mesurer ce qui est capté par les microphones de la prothèse. Je veux mesurer ce qui est capté par la fonction FM de la prothèse. Donc, c'est pour ça que je le place à l'extérieur et non axé sur les microphones pour que j'ai le moins de captation possible du son qui vient des microphones de la prothèse. Parce qu'un système FM, de la façon que ça fonctionne, c'est que le microphone de la prothèse auditive agit comme microphone environnementaux. Donc, quand un élève est dans la classe, si quelqu'un à côté de lui pose la question, la personne va l'entendre. Mais quand le prof parle, il y a prédominance de la voix du prof. Donc, c'est pour ça qu'on le fait comme ça, pour avoir la meilleure transparence possible. Oui, Jean-François? Pour l'ajustement, on va se placer dans quel réglage par rapport à ça? Est-ce qu'on va mettre 100% sur le FM puis 0% sur les micros? On va le calibrer puis après ça, on va jouer avec la balance? Ou non, c'est pas. C'est on dans. l'ajuste En fait, déjà quand comme tu on fais, veut? tu fais aucun ajustement dans la prothèse. Les ajustements ne se font qu'ici, dans le système FM. Oups, excusez. Dans ta prothèse auditive, tu n'iras pas jouer parce que souvent, les prothèses auditives sont à détection automatique. Donc, tu n'iras pas nécessairement jouer là-dessus parce que tu veux que tes prothèses agissent comme microphones environnementaux. Donc, tu ne veux pas diminuer ce qui vient de l'extérieur, mais le système FM, dans la fonctionnalité qu'il a, il y a une prédominance pour aller chercher ce qui se passe avec le microphone, avec le transmetteur du MF. Donc, tu ne feras pas d'ajustement. Les ajustements vont se faire qu'ici,
Donc, la balance, le couplage qu'on appelle ne se fait qu'ici. Donc, tu peux diminuer un peu la sortie, tu peux diminuer le gain ou l'augmenter pour être sûr que ça soit le plus transparent possible. Donc, que ça ne vienne pas influencer la courbe d'amplification. Tu sais que Ce qu'on mesure, c'est la différence entre ce que reçoit la prothèse avec quand le son est capté à l'extérieur, donc quand le son est capté du microphone de la prothèse, et le microphone du système MF, c'est ça? Oui, c'est ça. Si on veut, puis il faut que ça soit très, très égal entre les deux, là. Mais je veux surtout m'assurer que le système, le microphone du MF ne vienne pas embarquer par-dessus ou nous donner une amplification qui est beaucoup plus grande que ce que ça devrait être normalement, alors que l'enfant qui doit recevoir à peu près également les sources sonores de même type, là, que ça vienne du FM ou que ça vienne de l'extérieur, une ne devrait pas être plus forte par rapport à l'autre. Je sais que ça a l'air un peu bizarre, puis c'est juste pour vous. Tu dis, ben là, je mets le microphone de la prothèse je mets la prothèse à l'extérieur de la boîte, mais comment je fais pour le mesurer? C'est juste dans la mesure, c'est vraiment dans la courbe, on le voit, c'est que la courbe est très, très proche de la courbe standard de la prothèse. C'est parce que là, on n'a pas le visuellement. Puis, comme je vous dis, les systèmes MF, puisque j'en avais pas avec moi, je ne pouvais pas faire une capture d'écran avec un Verifit, par exemple. J'en avais pas avec moi. C'est pour ça, c'était ça le principal problème que j'avais. Oui, Jessie? J'ai une question, mais c'est plus par rapport au travail dirigé. Oui, on va juste finir ça. Jessie, écris-le sur un papier pour être sûr de ne pas l'oublier, puis on va y revenir, d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est ça. Honnêtement, la procédure pour vérifier la transparence d'un système MF, je l'ai fait une fois il y a à peu près 4 ans. J'en ai jamais refait depuis. Il faut que tu fasses du volume de système MF d'une façon assez importante pour pouvoir bien maîtriser ça. Et c'est pour ça, c'est souvent les audiologistes qui le font avec les enfants parce qu'ils sont directement à l'école avec les enfants et qu'au centre de réadapt, c'est beaucoup plus facile. Donc, je vous dis, je l'ai fait il y a 4 ans. Puis souvent, en atelier, Tina le montre comment le faire parce que on est capable de le manipuler, mais ce n'est pas quelque chose qui. C'est pas majeur comme manipulation. Là. Je vais préférer que vous maîtrisiez correctement le bicross, le cross, d'être sûr que vous êtes capable de reconnaître quand c'est un open fit ou non, puis me montrer que vous êtes capable de mesurer la transparence d'un système MF. Là. Oui, Jean-François? Est-ce qu'on a des sources Internet qui montrent comment faire? Oui, probablement. J'ai checké un peu sur la page d'Audioscan de YouTube. Non, pas Audioscan. Pas Audioscan. Probablement chez les manufacturiers qui vendent des systèmes MF. Malgré qu'Audioscan, on devrait peut-être en retrouver. Il faudrait que je regarde dans la library. Là. Mais étant donné que ce n'est pas une procédure qu'on fait, c'est peut-être même pas. Tu sais, Audioscan le fait pas parce que c'est peut-être pas une mesure qui est étalonnée. Tu sais, comme toutes les mesures, tu sais, un RECD, c'est calibré NC. Un RER, c'est calibré NC. Toutes nos mesures qu'on fait sont calibrées NC, alors que ça, c'est pas calibré NC. Alors que cross, bicross, c'est calibré NC. Là. Quand je dis calibré NC, ça veut dire qu'il y a une norme NC pour pouvoir faire, qui est établie pour pouvoir faire cet appareillage-là, alors que le FM, il n'a pas. Fait que tu n'en trouves peut-être pas sur Audioscan. Il faudrait que je vérifie, je n'ai pas regardé, je vais être honnête. Je n'ai pas regardé parce qu'étant donné, c'est juste. Le but de ça, c'est de vous montrer que ça existe. Que quand quelqu'un va vous parler d'un couplage d'un système FM ou de vérifier la transparence du système FM, vous allez dire « Ah oui, dans mon cours à l'époque de AA4, Patrice nous en a parlé. » Ça se peut que vous n'en fassiez jamais. Je ne veux pas que vous focussiez et que vous mettez de l'énergie sur à comprendre parfaitement bien quelle est la vérification de la transparence du système MF. Pour vous avouer candidement, je préfère que vous maîtrisiez l'impression, la mise en place de la sonde pour le RECD, RER, puis comprendre comment mesurer cross-bicross que plancher là-dessus. Là. Je vais être honnête, là. C'est pas le but recherché, mais ça existe. Et il y a une procédure, comme je vous ai montré dans les 3 diapos, à faire. Et c'est tout. C'est rien de super, je dirais pas super compliqué, mais super, c'est probant non plus. Là. C'est pas le truc le plus scientifique. Je le place là, puis là, je mets ça comme ça. C'est très, je dirais pas bancal comme mesure, mais ça nous permet, en tout cas, on obtient quelque chose qui peut être intéressant quand même.
D'autres questions? Jessie, c'est le temps. Cool. Comme on a dit au début, de ce que j'ai compris, c'est vraiment dans le fond, de dire nos forces, nos faiblesses par rapport aux 4 éléments là, du travail dirigé. Mais, admettons OK, qu'on quand prend tu dis 4 éléments, ben, il y en a 3. Savoir, savoir-faire, savoir-être. C'est juste 3. Mais les 4 sujets. Quels 4 sujets? Ben, il y a le Verifit, après Non, ça, il y ça, a... c'était qu'une liste non exhaustive pour vous faire penser des éléments à traiter. C'est que vous OK. devez, à travers le savoir, savoir-faire et savoir-être, évidemment, savoir-être, vous n'avez pas vu tant de patients que ça là, pour pouvoir bien évaluer ça, mais savoir-faire, c'est que c'était juste une liste non exhaustive de vous faire dire dans le savoir-faire et le savoir, pensez que vous avez les impressions, que vous avez du RER, du RECD, manipulation de logiciels NOAA, manipulation des Verifit, Axiom et tout ça. C'était non exhaustif, mais c'est de faire penser que le champ est très, très grand. Ce n'est pas limitatif, là. C'est juste de penser à tout ce que vous voyez. Relation d'aide, vous n'en avez pas eu, mais c'est psycho, vous en avez. C'est tout ça. Il ne faut pas juste prendre ça comme quelque chose qui est très étroit. C'est beaucoup plus large. C'est OK. juste que vous n'oubliez pas des éléments. Mais on peut quand même traverser tous ces éléments-là, puis en ajouter au pire. Ben, OK. oui. D'après moi, il y en a à ajouter. Je n'ai pas fait une liste exhaustive. Là. OK. J'avais une question. Admettons, si on prend ici, puis la section savoir. Oui. Mais est-ce que c'est... Donc, on n'énumère pas les étapes d'ANSI. C'est qu'on dit, admettons, je comprends, sauf peut-être tel test, j'ai de la difficulté, c'est ça? Je vais te donner un exemple très simple. Dans la mesure ANSI, je le maîtrise bien, mais j'ai de la misère à faire du sleeve ou du split. La mesure de la bobine, de mesurer, j'ai de la difficulté. Là, je ne comprends pas bien. Il faudra que je m'exerce parce qu'on me le demande, mais pour mesurer et interpréter la mesure ANSI, j'y arrive. Dans l'utilisation, en fin de compte, tu pourrais même le faire plus globalement. Dans l'utilisation du Verifit, lorsque je fais mes tests inbox, ça va bien. Je suis capable de bien interpréter mes courbes. Ma mesure NC, ça va. J'ai un peu de misère à faire mes splits ou mes splives. Mais pour le reste, je me débrouille bien. Puis je suis capable. Ma norme, je la connais bien. Je suis capable de. Tu peux le traiter d'une façon quand même relativement globale. Essayez pas d'être super précis. Ce que je veux dire par là, c'est de dire non, je ne veux pas que vous me décriviez en aucun cas. Si vous me décrivez la mesure NC, je dois placer la prothèse à 45 degrés, située, machin, bidule, c'est non. C'est pas ça, c'est du copier-coller que vous allez faire sur des notes de cours. C'est quand vous pensez que c'est quand vous utilisez le matériel. Vous êtes à l'aise de quel. Est-ce que vous êtes à l'aise dans l'utilisation? Est-ce que vous avez de la difficulté avec certaines manipulations? Puis dans quel cas vous avez de la misère avec les manipulations? Et donc, sur ce quoi vous allez devoir plancher un peu plus fort à la rentrée lorsqu'on va retomber en mesure, lorsqu'on va retomber avec des laboratoires. C'est comme ça qu'il faut le voir, Jessie. C'est pas de m'expliquer la procédure. La procédure est la même depuis les 187 dernières années. Je n'ai pas besoin de. Je fais des blagues, là, mais c'est pas ça. C'est pas de m'expliquer parce que ça ne me permet pas de savoir si vous la maîtrisez ou pas, la procédure, parce que ça va être un copier-coller. Ce n'est pas pertinent. C'est toi, quand tu utilises le Verifit. Excusez. Ça va pas être long. Quand vous utilisez le Verifit, c'est tous les aspects du Verifit. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça va être beau quand vous allez écouter ça sur YouTube? Là, ça va être magnifique. C'est comme ça qu'il faut le voir, Jessie. Il ne faut pas l'énumérer, puis il faut que je place le patient, ma sonde doit être à 5 mm du teint. Non, c'est pas ça. C'est dans l'utilisation, la manipulation, comment vous vous êtes approprié le matériel et sur ce quoi vous devez plancher un peu plus fort parce qu'on n'a pas été capable de passer au travers de toutes les manipulations nécessaires. Donc, est-ce que c'est vrai de dire qu'on va focusser peut-être un petit peu plus sur les trucs qu'on a à travailler? Dans le sens que, oui. Si, admettons, je prends ici, je peux dire globalement, ça va bien, mais tel truc, oui, ça va moins bien. Et c'est ça qui est pertinent dans ce travail-là parce que ça va vous permettre effectivement de focusser sur ce quoi vous maîtrisez un peu moins bien, qui va vous permettre à la rentrée de plancher un peu plus fort là-dessus pour avoir accès au stage rendu à l'automne. Pas à l'automne, à l'hiver. OK, merci. Bienvenue. D'autres questions sur le travail? Oui. Oui, vas-y, Cassie. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire 3 sections plus que par...
Pas nécessairement parce que tu pourrais mélanger savoir et savoir-faire dans un même paragraphe, par exemple. Je connais très bien mes normes de tolérance de la norme INSEE, mais j'ai de la difficulté à faire telle chose. Fait que, tu as mélangé un savoir avec un savoir-faire. Oh, ça va être un peu plus complexe, à mon humble avis, dans votre cas, c'est avec le savoir-être. Parce que quand vous regardez la section savoir-être, puisque vous n'avez pas vu beaucoup de patients, c'est là que vous allez peut-être vous poser un petit peu plus de questions. Mais je veux dire, tu peux mélanger les deux, parce que le savoir, savoir-faire et savoir-être, ce n'est pas nécessairement désincarné. Et vous allez surtout le remarquer quand vous allez arriver en prestage, en appareillage, où là, vous allez voir un patient, vous allez faire tout le processus d'appareillage au grand complet, mais tout se mélange en même temps. J'ai mon savoir, puis avec mon savoir-faire, je vais donner un exemple très simple. Je place la sonde, je sais que ma sonde est assez loin parce que je n'ai pas une baisse en haute fréquence. Mais là, tu viens de mélanger un savoir parce que tu sais qu'il faut qu'elle soit assez loin, mais tu as mélangé avec ça un savoir-faire parce que tu l'as placé suffisamment loin. Ton repère est correctement placé. Tu as un savoir-faire avec un savoir. Donc, tu étais capable d'avoir une... Puis, tu as un savoir-être avec ça parce que tu as demandé au patient en lui disant « Monsieur Pelletier, je vais placer une sonde à l'intérieur de votre oreille, s'il vous plaît, ne pas tousser. Ne pas tousser. Ça peut vous faire tousser, ne pas bouger, s'il vous plaît. » Fait que tu as eu un savoir-être qui est avec un savoir et un savoir-faire. Tu vois, ce n'est pas désincarné. Là, présentement, vous étudiez beaucoup en silo. Vous faites AA4, vous faites audiométrie 3, vous faites machin, vous faites bidule. Mais c'est pas. L'atelier d'intégration permet de faire une synthèse de ça. Mais quand vous allez arriver en troisième, quand vous allez arriver à l'automne, là, on reprend tout ça, puis on mélange tout ça ensemble. Là. C'est pour ça que ce n'est pas désincarné en soi. C'est pas évident, je le comprends très bien. Mais c'est pas. Tu peux mélanger les trois savoirs ensemble. Là. Mais ça veut dire qu'on n'a pas un plan exact à suivre pour le rendre? Non. Non, j'en ai trois. Dans la troisième année, on leur demandait le même travail parce qu'ils n'ont pas complété leur stage. Puis, tu sais, il va y avoir 16 façons de faire parce que vous allez tous le rendre selon. En fait, compte, c'est votre personnalité qui va sortir à travers votre travail. Tu sais, c'est pas comme un travail où je vous demande, tu sais, comme le premier rapport d'appareillage que je vous demandais de faire, tu sais, c'était très, je veux voir ça, la section A est comme ça, la section B est comme ça. C'est pas comme ça. C'est un travail personnel. C'est un travail, tu sais, en philosophie, là, vous avez tous fait des cours de philo, là. Puis là, il disait, le concept, machin, bidule, expliquez-moi ça à travers ça. Bien, il y avait 18 réponses, 18 travaux différents parce que c'est comme ta personne. Un travail en psycho, ça va être la même chose. Tu as des objectifs, mais tu sais, c'est très, les sciences molles qu'on appelle, les sciences humaines, là. Ben, c'est comme ça, c'est du perso, c'est très, je m'exhibe sur un papier, je me répands sur un papier, je m'allonge sur un papier, je mets mes états d'âme sur un papier, c'est comme ça. C'est pour ça. Là, c'est le côté scientifique que vous devez sortir de ça, de votre tête. On est habitué, on vous a habitué, puis ça fait depuis la première année qu'on vous habitue l'étape A, l'étape B, l'étape C, l'étape D, mais là, dans ce travail-là, il n'y en a pas. Il faut juste garder en sous-marin, en sous-main, le filigrane, le fil d'Ariane qui tient tout ça. Oh, c'est joli, je suis philosophe un matin. Ce qui tient tout ça, c'est toujours d'être capable de retrouver à l'intérieur du travail, peu importe la façon que vous le faites, le savoir, savoir-faire, savoir-être. C'est pour ça que je vous disais, je ne veux pas un travail qui est fait en point de forme. Le savoir, comprendre complètement, c'est comprendre, en fait, compte, il y en a dans le savoir-faire, c'est comprendre la fonction complète du travail de l'audioprothésisme. Ça veut dire ça. Bien, c'est sûr que là, il y a un manque, vous ne pouvez pas l'avoir fait, vous n'avez pas fait d'appareillage de patient. Fait que là, tu sais, ce savoir-là, ou ce savoir-faire-là, vous allez dire, puis il y en a un savoir, c'est la gestion d'une clinique. Vous n'avez même pas eu de cours de gestion, ça arrive à la prochaine session. Fait que, tu sais, vous ne pouvez pas en parler. Vous pourrez glisser un mot de dire, bien, ces 2-3 savoirs-là, je ne peux pas le faire parce que la fonction complète, je n'ai pas fait l'appareillage, puis la gestion, bien, je ne l'ai pas vu encore. Puis connaître la déontologie, et ça arrive à la 5e session. S'il y a des bouts que vous ne serez pas capable de faire, mais sur ce que vous avez fait, est-ce que vous le maîtrisez correctement? Puis si vous ne le maîtrisez pas correctement, qu'est-ce que vous ne maîtrisez pas correctement? Pour reprendre un peu ce que Jessie posait comme question, c'est qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, vous ne l'avez pas vu. Vous ne vous épancherez pas là-dessus pendant 2 pages, ce n'est pas utile. C'est pas... Mais sur ce que vous maîtrisez, ce que vous avez vu, puis ce que vous maîtrisez ou maîtrisez moins bien, c'est ce côté-là qui est important. C'est plus clair comme ça, Cassie, ou j'ai jeté beaucoup plus d'encre dans ton verre d'eau qui fait qu'il est plus opaque? Je ne sais pas trop. C'est beau, merci. Jean-François, tu avais la main levée?
Je voulais savoir c'est quoi qu'on fait cet après-midi. Excuse-moi. Je voulais savoir c'est quoi qu'on fait après-midi en lab. Ben, c'était le dernier point que je voulais voir avec vous. Est-ce que c'est pertinent qu'on se voit cet après-midi? Avez-vous des questions? Est-ce que je me branche, puis ceux qui auraient des questions se branchent, puis on pourra voir, ou on remet ça simplement en une séance, je ne dirais pas de révision, mais de questions-réponses lundi matin avant l'examen? C'est vous qui décidez, là, je suis très ouvert. Je n'ai vraiment aucun problème par rapport à ça. Moi, j'ai comme. J'ai pas vraiment le temps. Il faut que je complète un autre travail. Non, c'est pour ça que je vous l'offre, Nico. Hein, je suis très, très ouvert. J'ai vraiment aucun. Chez nous, je n'ai pas ça. Là. C'est l'après-midi, je suis à la maison. Là, ça n'existe pas. Nico, je n'ai pas de problème. Pour ça, je vous pose la question. JF, tu avais quelque chose? Non? Non, c'était juste OK. pour savoir. J'ai une question pour toi, Jean-François. Oui. T'es mis une tuque parce que tu as essayé de te couper les cheveux puis tu veux le cacher ou c'est. Non, je me suis mis une tuque parce que je me suis levé à 9h20 à peu près. Je fais juste t'agacer. C'est pas un problème. Oui, Cassie, vas-y, je t'écoute. Moi aussi, je suis pour lundi matin, mais j'avais une question avant, si je pouvais rester à la fin. Oui, absolument, il n'y a pas de problème. Tu resteras à la fin. Fauzi! Hé! L'incroyable Fauzi! Qu'y a-t-il, mon jeune homme? Je voulais revenir sur le travail de vulgarisation. Oui. Est-ce que on doit compléter la liste que tu as donnée sur les procédures ou on peut juste prendre les procédures que tu as prises? OK, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je suis désolé, Fauzi. En gros, tu as donné une liste de procédures dans tes consignes. Une liste de procédures, mais qui est non exhaustive. Donc, il peut en avoir d'autres. C'était juste pour vous faire penser qu'il faut passer à travers tout. Mais est-ce que si on prend juste cette liste, c'est correct? Non. Il faut que en fin de compte, ça se peut qu'on couvre tous les aspects, mais assure-toi que ça couvre effectivement tous les aspects. C'est parce que je ne voulais pas que vous oubliez, et vous l'auriez probablement oublié, entre autres, la prise d'impression. C'est pour ça que je l'ai mis dedans. Mais cette liste-là, assure-toi quand tu la regardes et que tu regardes le cours, que tu regardes tout le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant, est-ce que ça couvre tous les aspects? C'est ça que c'était juste ça. Sinon, ça ne se limite pas à ça uniquement, à moins que ça couvre au complet, mais ça ne veut pas dire que ça couvre mais je veux entièrement. dire, c'est pas obligé que ça se limite qu'à ça, mais si on prend que ça, logiquement, ça couvre tout. Je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis que c'est une liste non exhaustive. Si je me rends compte que tu ne me parles pas de l'audiométrie, et là, moi, je vous ai parlé d'un travail que vous devez faire sur tout votre parcours. Si tu lis le préambule, c'est sur tout le parcours. Ce n'est pas juste dans le cours d'aide auditive. Là. C'est tout votre parcours jusqu'à maintenant. J'ai mis une liste pour être sûr que vous n'oubliez pas certains éléments qui m'apparaissent hyper importants, mais ça ne se limite pas qu'à ça. C'est pour ça que je disais tantôt, quand Cassie posait la question, c'est que vous êtes habitués, on vous donne des consignes qui sont hyper spécifiques et super formatées. Dans ce travail-là, ce n'est pas le cas. C'est think outside of the box, là, comme on dit. Mais c'est parce que si on prend vraiment toutes les procédures, il y en a vraiment plein, là. Oui, mais moi, ce que je veux savoir, là, c'est quand tu passes à travers le savoir-faire et le savoir Fauzi, si tu me dis que tu maîtrises bien la mesure NC, je ne veux pas que tu m'expliques la procédure et je ne veux surtout pas que tu m'expliques la procédure. J'accueille le patient, j'ai dit bonjour, je fais le RVCAE, je ne veux pas ça. Je ne veux pas que tu me fasses ça. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Ce que je veux, c'est qu'à travers le processus que tu as fait, dans ce que tu maîtrises bien, ce que tu ne maîtrises pas bien, focus sur ce que tu ne maîtrises pas bien. Et là, tu vas me dire, j'ai de la misère à faire une otoscopie non diagnostique ou une VCAE correctement, je suis incapable de voir le tympan. Bien, ça va focuser sur quelque chose. À mon avis, ça ne devrait pas arriver en deuxième année, mais je te donne un exemple grossier. Là, qui va, en fin de compte, ce qu'on veut là-dedans, c'est ce qui est dans ton cas que tu maîtrises moins bien. Quand tu vas arriver à la 5e session, bien, il va falloir que tu mettes plus d'efforts sur ces aspects-là pour t'assurer de les maîtriser correctement. C'est ça le but de l'exercice. Est-ce que tu comprends? Mais je veux dire, tu demandes que la liste n'est pas exhaustive, et qu'on revoie toutes les procédures qu'on a fait depuis le début. Continue. Mais ce que je comprends pas, c'est que si avec la liste que tu as donnée, en fait, on a déjà passé sur les 3 aspects, le savoir, le savoir. C'est parfait. Si ça recoupe tout, ce n'est pas un problème. Mais c'est juste que je vais être sûr que tu as fait le tour concrètement de tout. C'est juste ça, Fauzi. Si tu me dis que tu as fait le tour et que ça recoupe tout, c'est parfait.
OK, c'est bon. Oui, Nicolas? Si je comprends bien, on ne focus pas sur nos forces, mais on va plus focuser sur nos faiblesses. Entre autres, c'est à ça que ça sert. Puis, je voulais savoir, est-ce que tu veux justement que lorsqu'on mentionne nos faiblesses, on marque, mettons, c'est sur quel aspect ou sur quel point qu'on devrait travailler ou qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour justement. C'est le but de l'exercice. OK. Merci. Bienvenue. Donc, pour cet après-midi, je vais faire le tour dans l'ordre que vous apparaissez dans la caméra. Mélodie, est-ce que tu aurais besoin cet après-midi ou vous avez effectivement d'autres travaux à faire? Ça va être beau? C'est beau. Cassie, je sais qu'on reste après la conférence, là, mais pour cet après-midi, on passe outre. Ça va aller à lundi. Est-ce que Mélodie, lundi matin, ça conviendrait qu'on se voit un petit peu avant l'examen? Oui, good. Arnaud? Moi, pour lundi matin, ce serait très bien. Ça va aller pour cet après-midi, ça va être beau? C'est bon? Ouais, cet après-midi, c'est bon. C'est bon. Myriam? Moi aussi, là, pour lundi, ça serait correct. Parfait. Théo? C'est bon pour moi aussi. C'est bon. Jean-François? Moi, j'ai pas compris grand-chose aujourd'hui, mais vous avez dit que c'est normal de ne pas avoir compris grand-chose. Ben, surtout sur le FM, là. Et de toute façon, en révisant, si tu as des questions, tu m'écris, Jean-François, c'est pas un problème, là. Mais si tu veux, moi, je peux me brancher à 2 heures, puis si tu veux, tu te branches sur le lien, tu vois, puis on regarde, là, c'est pas un problème dans le GF. Moi, je peux me brancher à 2 heures, puis ceux qui veulent se brancher se brancheront, là, c'est pas un problème. Émilie? Mais ça tombe bien, Vas-y, parce que j'ai une rencontre Zoom de la clinique l'audition. OK. Je ne peux pas y aller, mais là, je vais y aller. OK. Fait que c'est beau. Fait que de toute façon, s'il y a des questions, tu m'écris, puis au pire, on se fera un Zoom. Là. C'est pas... Je suis quand même dispo là-dessus. Là. Moi, un Messenger ou whatever, un Skype, un WhatsApp. Émilie? Okay. Moi, c'est parfait pour lundi. OK. Camille? Pour lundi. OK. Naïma? Moi aussi, c'est bon. Jessie? La même chose. C'est beau. Anne-Marie? Oui, c'est bon pour lundi. Frédéric? J'ai pas entendu, Frédéric. Ou fais-moi un pouce ou quelque chose. Écris dans le chat. J'ai pas de... Je t'entends. Ah, good! Pouce en l'air. Excellent. Nico, ben, tu as eu ta réponse tantôt, mais je veux que tu me la redonnes. Oui, c'est correct. Ouais, lundi, c'est beau. Catherine? C'est correct pour lundi. C'est correct pour lundi. Mégane? Good. Fauzi, tu as la main levée? J'acquiesce. Tu acquiesces? C'est un pouce. La main levée, c'est une question. Je t'agace. C'est bon. Fait que pour cet après-midi, s'il y a quelque chose, ne vous gênez pas. Vous m'écrivez comme d'habitude sur Colnet. Il n'y a vraiment aucun problème. S'il y a quoi que ce soit de votre côté, ne vous gênez pas. Je suis dispo. Attends un petit peu. Ça, c'est beau. Donc, on se voit lundi matin, 9h30. L'examen, je le sais, je vais vous envoyer le lien. Peut-être pas aujourd'hui. On a comme une semaine un peu débile. Mais en tout cas, si je pense ce soir, là, je vais vous envoyer le lien pour l'examen de lundi, 13h30. L'examen dure 3 heures. Comme un form. Toi, il va être un peu plus tard, Cassie. C'est pas... Coudonc, tu prendras un petit verre de... C'est quoi la boisson locale à l'île de la Réunion? En Russie, c'est la vodka. En France, c'est du vin. Je ne sais pas trop. Le rhum. Comme du rhum? Du rhum? OK, c'est bon. Le rhum! Rhum Charrette. Rhum, c'est quoi? C'est une marque? C'est un... Ouais, c'est le plus connu. Ah, OK. C'est bon. Excellent. C'est pas... Quand on apprend de nos étudiants internationaux, c'est quand même des notions super importantes. Non, je fais bien des blagues. En fait, quand tu reviendras, je pense que ça vaudrait peut-être la peine que tu en remportes une bouteille, Cassandra. C'est bon, je note ça. Vu que tu es retourné, là, je pense que petite caisse, là, puis il me semble... Ah, pas personne. Faites vos commandes avec moi, je note tout ça. Il me semble en éthique, en professionnalisme, quand on recommence la session, il me semble à la santé de nos amis de l'île de la Réunion, c'est faire louche dans la classe, mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, on se voit lundi matin, séance questions-réponses. Je vous le dis, je ne prépare rien, je réponds aux questions de façon spécifique. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez avoir des trucs plus spécifiques, vous pouvez m'envoyer les questions, on pourra réviser. Ce n'est pas une révision, mais c'est vraiment par rapport aux questions. Colnet fonctionne, il ne faut pas vous gêner. Après ça, je vais vous envoyer le lien, l'examen, mettez ça à votre agenda. 18 mai. 18 mai au Québec, c'est un congé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, des congés de 3 jours. Hein? Misère. On se voit à 13h30 lundi. En fin de compte, ce qui va être important, comme j'ai dit, vous avez droit à vos notes pour l'examen.
Vous vous branchez, puis vous ouvrez une session Zoom tout simplement pour que je puisse vous voir, là, puis que si jamais vous avez des questions via le chat, ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là. Puis si jamais, on testera, et si jamais il y a quelque chose qui est, ça pourra se faire pour ceux qui sont amis Facebook, ça pourra se faire par Messenger aussi. Il n'y aurait pas vraiment de problème. C'est bon? Good. Fait que je vous souhaite une bonne fin d'avant-midi, bons travaux, ce que vous avez à faire, bon après-midi, puis si quoi que ce soit, colnet, courriel, tout marche. Fait que Cassie reste là. C'est bon. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Oui, Cassandra, on est juste nous, les deux. Oui, je voulais te demander par rapport à la cavité mastoïdienne, je n'avais pas trop compris. La cavité mastoïdienne? Oui. OK. Qu'est-ce que tu n'avais pas compris? Ce qu'il fallait faire exactement. En fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois que exclus la cavité mastoïdienne, à chaque fois que tu as une anomalie à l'intérieur du conduit auditif externe, que ce soit une perforation tympanique, un tube transtympanique, une cavité mastoïdienne, c'est obligatoire de prendre la RECD pour ajouter un facteur de correction à tes cibles lorsque tu vas faire ta mesure à la sonde au tympan. Donc, c'est pour ça. C'est super important de prendre le RECD. Peu importe, il ne faut pas prendre le RECD moyen dans ce cas-là, parce que tu vas avoir des facteurs de correction supplémentaires qui doivent être ajoutés parce que puisque tu as un conduit auditif qui est anormalement plus gros, donc tu vas avoir besoin de beaucoup plus de gains. Il faut tenir compte de cette anormalité-là, de cette anomalie-là à l'intérieur du conduit auditif externe. En revanche, lorsque tu as un tube transtympanique ou une perfo, c'est qu'au moment où ce tube-là disparaît ou cette perforation-là se colmate, bien, il faut que tu reprennes le RECD pour refaire ton ajustement parce que là, tu n'as plus cette situation-là de perforation ou donc de conduit auditif plus grand que la normale. À moins que le patient soit réopéré pour agrandir la cavité mastoïdienne, tu referais une mesure, mais ça va être important de prendre ton RECD à chaque fois que tu vas faire un nouvel appareillage sur une cavité mastoïdienne pour tenir compte de ce trou béant-là que tu as sur le côté de la tête. Puis, mon autre question, c'était pour le cross et le bicross. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Comme faire plusieurs cours, mais je n'ai pas trop compris. OK. En fin de compte, c'est cross-bicross. Commençons par le cross, c'est plus simple. Le cross, la façon que ça fonctionne, c'est que tu as une oreille normale puis une oreille non appareillable. Tu prends le son du non appareillable, tu l'envoies dans l'appareillable. Dans la mesure qu'on fait, ce qu'on veut faire, c'est de rendre la tête transparente. Donc, d'éviter qu'il y ait un effet d'ombrage de la tête de ton système, de ton côté cross, de ton côté microphonique, de ton côté mort, quand il se transmet de l'autre côté. C'est pour ça que quand tu regardes les diapositives, tu prends la courbe, une courbe à 55 décibels, mais tu mets toujours la sonde du côté appareillé, mais tu mets un microphone de référence du côté non appareillé. Donc, le patient, d'habitude, on le place face au haut-parleur, mais dans le cas d'une mesure cross ou bicross, la première mesure que tu prends, tu mets le patient à 45 degrés, donc ton microphone de référence, ta sonde et ta bonne oreille de ce côté-là. Tu prends la mesure, puis ensuite de ça, tu tournes le patient du côté non appareillé, du mauvais côté, si tu veux, puis tu prends une courbe et les deux courbes doivent être relativement semblables. Dans le cas d'un bicross, la seule différence qu'il y a, c'est que tu fais une procédure normale d'appareillage parce que tu as une oreille appareillable. Puis après, tu refais la même procédure avec ta courbe à 55, tourner à 45 du côté bon. Puis ensuite de ça, tu le fais du côté mauvais. Puis tes courbes doivent être relativement semblables. En fin de compte, c'est pour amener une transparence d'effet de la tête. Pour éviter un effet d'ombrage qui va venir causer un problème. Ça, c'est pour le RECD? Non, c'est pour l'appareillage. Le RECD, lui, demeure la même mesure. C'est parce qu'aujourd'hui, je vous parlais des cas plus particuliers. C'est que le cross ou le bicross, il y a une mesure supplémentaire à faire. On fait notre RECD, on fait notre appareil. Pas le cross, parce que le cross, tu as une oreille normale. Mais dans le cas d'un bicross où tu as une oreille appareillable, donc tu fais ton appareillage standard. Tu fais ton RECD, tu fais tes cours RER, RESR, mais ensuite de ça, tu fais une procédure supplémentaire pour t'assurer de la transparence de ton côté microphonique qui vient du côté mort, du côté non appareillable. Un peu comme on fait une procédure supplémentaire pour savoir si on a besoin d'un abaissement fréquentiel.
C'est abaissement fréquentiel. Je fais tout mon appareillage. Ensuite, je lance un signal S pour voir s'il est entendu ou non. C'est comme une procédure supplémentaire pour mesurer la transparence. Ça veut dire qu'on fait le RER normalement, le RESR normalement, et après ça, on vérifie? Exact. Après ça, on vérifie la transparence. Tout à fait, exact. Donc, c'est ensuite, c'est une mesure supplémentaire. Mais on dirait que je ne comprends pas comme où on le mesure. C'est à quel moment qu'on peut mettre les deux courbes puis voir? En fait, tu as fait toute ta mesure classique. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on fait une mesure classique. RECD, je mets mes factures, je mets ça dans le Verifit, je place, je fais mon RER, mon 65, je fais mes ajustements, 55, je fais mes ajustements, 75, je fais mes ajustements, je mesure mon RESR, je fais tout ça. Je fais tout ce que je fais normalement. Mais un coup que ça c'est fait, j'ai sauvegardé mes courbes, je les ai imprimées, peu importe ce que j'ai à faire, tout est fait. L'appareillage, il est terminé. Ensuite, quand tout ça est terminé, là, je vérifie la transparence de l'effet d'écran de la tête parce que la personne a un microphone d'un côté et une prothèse de l'autre côté. C'est comme une mesure à la suite. C'est à la fin, quand tu as tout fait ton appareillage classique, c'est là que tu vas faire cette mesure-là. Donc, et si on revient, donne-moi juste une petite seconde. Donc, quand on revient, là j'ai fait mon appareillage classique. Je vais le prendre sur le Bicross, là, ça va être plus simple. Attends. Donc, est-ce que tu vois l'écran, Cassandra? Parfait. Donc, pour le Bicross, je fais l'ajustement auditif, ajuster la prothèse auditive du côté appareil, comme d'habitude. RER, RESR, RECD, tu fais tout de façon classique. Ensuite, là, on va oublier, ensuite, il faut mesurer la sortie à la meilleure oreille lorsque le stimulus est présenté à l'oreille appareillable. Donc, c'est là mon petit bonhomme. Là. On a le haut-parleur, j'ai ma prothèse auditive, j'ai fait mon appareillage. J'ai ma prothèse auditive ici, j'ai mon unité microphone qui est là. Ici, j'ai la sonde à l'intérieur de l'oreille, mais ici, il n'y a pas de sonde. Là. Ici, c'est juste le microphone de référence. Ça va? Évidemment, j'ai effacé toutes mes courbes. Là. Toutes mes courbes n'existent plus, je les ai déjà enregistrées, je les ai déjà imprimées. Donc, je mets le BTE ici et j'envoie un stimulus à 55 décibels. Si on regarde, mon patient, il a la tête tournée à 45 degrés, le côté appareillé est comme du côté du haut-parleur. Ça va? Je prends cette mesure-là, ça me donne une courbe qui est comme ça. Elle peut être un peu différente, mais ça me donne une courbe. Ensuite, ce que je fais, c'est que là, il faut que je mesure la sortie du côté non appareillable. Donc là, ce que je fais, c'est que là, je tourne mon patient. Je n'ai rien changé. Là. Il y a toujours la sonde ici. Il n'y a aucune sonde de ce côté-là, mais sauf que là, il est tourné de l'autre côté. Donc, il y a le microphone sans sonde, le côté non appareillé, du côté du haut-parleur. Ça va? Je tire une deuxième courbe en mettant ici le système cross. C'est hyper important. Et là, mes deux courbes doivent être relativement semblables. C'est tout. C'est pour mesurer la transparence du cross. C'est juste ça. Il y a pas. Puis le seul ajustement que tu peux faire, c'est l'ajustement. Là, c'est chez Signa. C'est si jamais ta courbe, elle était beaucoup trop basse ou beaucoup trop haute, donc ta courbe cross, elle était tellement différente, c'est là que tu vas ajuster le micro, c'est là que tu vas ajuster ton équilibrage pour être sûr que les courbes soient le plus près possible. C'est pourquoi, à quoi ça sert? C'est pour rendre la tête transparente. C'est pour pas qu'il y ait comme un obstacle qui fasse que le son arrive décalé à la prothèse et que là, le patient ne soit pas capable de s'y retrouver. Ils ont fait la même procédure que ce soit avec un cross ou un bicross. OK, je comprends mieux. Mais c'est jusqu'à quel point on va être tolérant sur la différence entre les deux courbes? Alors, si ta courbe ressemble à la diapositive, c'est correct. Puis en fin de compte, la meilleure façon que tu pourrais le savoir, c'est que, mettons, tu obtiens une courbe comme ça. Puis là, ton équilibrage cross est à 0. Tu te dis, tu laisses ton patient comme ça parce que ta courbe avec la sonde, tu n'as pas besoin de la refaire parce qu'elle est bonne, elle. Fait que là, tu laisses ton patient comme ça, tu dis, bougez pas. Là, tu montes le microphone, par exemple, tu fais +2 ou +3, peu importe la mesure, tu changes, tu montes, puis tu retires une courbe. La même courbe, tu la tires à 55. Puis là, tu t'aperçois que ta courbe, c'est pire.
Fait que là, tu reviens. Là, tu dis, je vais essayer moins. Là, tu te rends compte que c'est encore pas bon. Fait que tu fais, bon, finalement, à 0, mon équilibrage était correct. C'est que c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de norme. La seule norme, la façon qu'NC l'a placé, c'est comment je place mes sondes et comment j'oriente mon patient pour mesurer ça. Mais si on obtient une mesure qui est comme ça, puis tu dis, est-ce que je serais capable d'avoir mieux dans mon équilibrage? Je mets le microphone du microphone cross plus fort, puis j'obtiens quelque chose qui est beaucoup trop au-dessus. C'est pas bon. Puis après, je fais une autre mesure, puis je sais, c'est en comparant que tu vas être capable de voir si ton équilibrage il est correct. C'est juste pour ça. Puis ça prend pas, c'est pas super long à faire. Tu prends la première mesure, tu le tournes, parce que ta mesure RER, vu que tu as déjà la sonde dans l'oreille, tu ne bougez pas. Il est déjà appareillé, il y a déjà tout ce qu'il faut dans les oreilles. Tu n'as pas besoin de faire une manipulation supplémentaire sur le patient. Tu fais juste lui dire, là, on a fait la mesure en face. Parfait. Là, vous allez vous tourner, tu prends ta mesure, tu le retournes, tu prends ta mesure, tu fais un ajustement, tu reprends ta mesure. C'est juste à 55 que tu le fais. Tu ne le fais pas à 65, 75, c'est juste à 55. C'est pour mesurer l'effet d'écran de la tête. Ça va? Oui, merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir, Cassandra. Fait que c'est pas. Fait que s'il y a quelque chose, n'hésite pas à écrire. Les liens que je t'ai envoyés pour YouTube, ça fonctionnait? Oui, j'ai pu rattraper des cours. OK, parfait. Ouais, ben c'est ça, parce que là, tu étais à l'aéroport quand tu as quitté, puis dans l'après-midi, ben là, tu étais dans l'avion. C'était comme, je sais pas, des fois, tu peux avoir Internet dans l'avion, mais c'est comme, coûte un peu cher souvent. Fait que c'est bon. Fait que, écoute, prends soin de toi, même si tu es à l'autre bout de la Terre. Par rapport au Québec, c'est vrai, tu es à l'autre bout. C'est pas, pas en Australie, mais tu es quand même à un bout. Fait que prends soin de toi, puis on se reparle la semaine prochaine. S'il y a quelque chose, écris-moi pour Colnet, il n'y a pas de problème. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye bye.